propose de démarrer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus quasiment, non, j'avais prévu le nombre de chaises presque pile poil, donc on est bien. Donc merci pour votre présence pour cette soirée consacrée au monde social du travail. J'ai quelques remerciements à faire en intro, notamment à l'Université Lyon 2 et à l'UFR d'anthropologie, de sociologie et de sciences politiques, qui co-organise cette soirée et qui nous permet d'avoir accès à cette belle salle ce soir, et à l'AFSI aussi, donc l'Association française de communication interne, qui co-organise et qui a aussi relayé largement l'information. Donc je remercie. Et avant de présenter la PSE, peut-être présenter les liens entre la PSE et le... Oui, donc moi je suis Magali Roblet, je suis enseignante en sociologie du travail, des organisations, des professions. Je co-anime un master qui s'appelle Sociologie et diagnostic des organisations, qui existe en formation initiale et continue. Et je suis aussi responsable du département de formation continue de l'UFR, donc qui s'appelle, désolée pour les sigles, hein, il y a déjà beaucoup de sigles en 3 secondes là, l'UFR Anthropologie, Sociologie et Sciences Politiques. Et je voulais juste dire que là, on a la manifestation d'une convergence, voire d'une confluence, on peut le dire, entre, en effet, des dynamiques de formation continue pour les professionnels, des dynamiques de sociologie, d'intervention sur les situations de travail et des associations professionnelles qui sont présentes aujourd'hui. Et je trouve que c'est une jolie confluence pour réfléchir aux situations de travail, à ce qui se passe au travail, à nos envies. Je m'inclus dedans aussi, d'en découdre avec les situations de travail, avec des outils de managériaux qui peuvent rendre fous quand on les subit, dont on ne sait pas quoi faire quand on doit soi-même les mettre en place, quand on doit faire face à des beaux projets sur le papier, mais qui finalement s'écroulent quand on les met en œuvre. On est tous face à ces difficultés et on souhaite chacun et chacune être équipés pour savoir comment faire avec ces situations. On s'équipe avec de la formation continue. Donc bienvenue à l'Université Lyon 2 et dans le master sociologie et diagnostic des organisations. On s'équipe en écoutant Florence et en manipulant aussi, on le verra tout à l'heure, le jeu sociologique que tu as élaboré avec tes collègues pour penser les situations, les organisations de travail et le changement dans ces organisations. Et on s'équipe aussi avec les animations proposées par les associations professionnelles. Donc voilà, c'était en guise d'introduction pour dire pourquoi nous sommes là aussi nombreux à la tribune, mais ça a un petit peu de sens. Merci. Quelques mots sur la PSE et puis sur notre joie et envie d'organiser cette soirée. Et oui, remercie Fadila, oui, bien sûr. Alors, je l'incluais dans l'institution Lyon 2, mais elle mérite une... parce qu'à l'organisation, c'est quand même Fadila qui organise beaucoup, et notamment le fléchage, qui permet que vous soyez aussi nombreux ce soir, et pas perdus à errer dans l'université. En tout cas, merci beaucoup Fadila pour tout. Oui, pardon. Et donc la PSE, l'Association pour la sociologie d'entreprise, comme l'a dit Magali, la vocation de l'association, c'est de faire rapprocher aussi la sociologie des mondes du travail, du monde de l'entreprise et des organisations, de faire circuler ces approches sociologiques dans leur diversité aussi, de comprendre et de mettre au travail comment les organisations se saisissent et sont saisies par la sociologie. Et je pense que ce soir, on va avoir 3 exemples. Donc on s'inscrit dans un cycle aussi, un cycle de travail de la PSE, dont à Lyon, on avait déjà eu l'an dernier un événement avec la présentation de Gilles Herreros et de Bruno Milly sur l'intervention sociologique en organisation. Donc 1 an après, quasiment jour pour jour, on revient questionner la sociologie dans les organisations avec un format un peu différent, puisqu'on est nombreux à la table. Donc une table ronde à plusieurs voix avec, dans l'ordre, donc Florence Hosty, sociologue, chercheure, formatrice, intervenante au sein de Saphir, peut-être on dira un mot, qui était professeur associé à Sciences Po sur la sociologie d'entreprise et stratégie de changement. Et alors, j'ai retrouvé cette information, membre de la PSE depuis 27 ans. Voilà. Donc bon. La durée après, c'est des voilà, années qui pèsent. C'est relatif. Depuis l'origine. Depuis l'origine. Je me suis dit, est-ce que c'est l'origine ? Très bien. Donc voilà. Franck Notin, qui est
qui est passé aussi sur les bancs du master, Oui. voilà, et qui est directeur du cabinet de conseil Longitude, intervenant aussi à l'IAE de Lyon, et membre éminent de la PSE nationale et lyonnaise, et Julien Allais, qui est aussi un ancien, mais plus jeune diplômé du master SDO, coprésident de l'Association française de communication interne et responsable de projet de transformation au sein de l'URSSAF. Voilà. Donc, pour cette table ronde un peu particulière, on a donc des profils entre recherche et intervention, entre pratique interne et pratique d'accompagnement, pour nous parler de comment la sociologie peut servir à comprendre et aussi à transformer les organisations, mais aussi pour comprendre les changements au sein des organisations, les effets sur les individus et finalement comment les individus, les collectifs peuvent retrouver du pouvoir d'agir sur ce qu'ils vivent au sein des organisations. Donc, pour tout ça, pour un programme ambitieux, nos 3 intervenants de ce soir mobilisent notamment l'approche par les mondes sociaux, selon les mondes sociaux de l'entreprise, selon l'expression consacrée par la parution de l'ouvrage dont Florence va parler, donc je ne vais pas m'étendre. Un ouvrage connu, j'imagine, du public de la PSE en partie, mais qu'il s'agit aussi d'aborder ce soir plus par la pratique et avec une ambition, on espère, de mettre les concepts sociologiques au service de tous. Voilà, et donc c'est Florence qui commence en nous invitant au voyage. Merci Édouard. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis ravie d'être là et de partager avec vous un moment de réflexion et d'échange autour de la manière dont on pourrait se saisir du regard sociologique sur les organisations comme un appui pour pouvoir agir et transformer les organisations. Donc c'est des questions en fait qui nous agitent depuis fort longtemps sur la manière de faire. Donc on explore des manières de faire et donc là l'idée c'est de vous de partager avec vous des usages à propos d'un dispositif qui est issu de travaux de recherche et qui se veut être plus accessible ou qui permet un peu de vulgariser, de diffuser, de rendre manipulable et accessible cette discipline pour éviter que les sociologues ne parlent qu'aux sociologues. Et encore, si ceux-ci les écoutent, vous voyez, voilà. Bon, après, on peut être enfermé, vous voyez, dans des champs un peu disciplinaires. Et donc, l'idée, moi, j'ai construit mon métier, je me suis nourrie, finalement, d'une posture, c'est avec cette posture que j'ai découvert cette discipline, qui était d'ouverture sur les mondes du travail, qui était de faire des ponts, des passerelles entre les mondes des savoirs, les mondes de l'action. Et ça m'a beaucoup intéressée, toute ma trajectoire professionnelle, de faire des petites coutures, des ponts, et de trouver des modalités pour rendre ces passages plus faciles. Donc en fait, l'intention de ce soir, c'est pas de vous proposer une démarche pour dire que c'est une démarche qu'il faut absolument que vous adoptiez, c'est pour juste partager avec vous un exemple possible de mise à disposition de ces savoirs sociologiques sous une forme qui se veut pédagogique, accessible. Donc en fait, accessible, ça veut dire quoi? Sans prérequis, il n'y a pas besoin d'avoir lu les pères fondateurs de la sociologie, vous voyez, pour s'en emparer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, c'est l'idée de trouver des dispositifs qui soient des soutiens avec des usages qui peuvent être pluriels et qui sont, à disposition de ceux qui sont tournés vers l'action. Donc en fait, je m'adresse à la fois à ceux qui sont intéressés par la discipline, bien sûr, mais aussi ceux qui souhaitent utiliser ce regard-là dans des pratiques d'action. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, aujourd'hui, la norme dominante, c'est pas d'aller faire recours à la sociologie. C'est plutôt soit de faire recours à la question de méthode, de conduite de changement, vous voyez, d'outils standardisés et prêts à l'emploi, vous voyez, et avec une bonne méthode et un bon volant et des pédales, vous voyez, on aurait en fait résolu, il n'y aurait plus qu'à suivre en fait le mode d'emploi pour réussir le changement.
Donc ça, c'est quand même une pensée dominante qui n'arrête pas de démontrer à quel point elle est limitée, mais en fait, on continue quand même à y croire, comme quoi le poids des croyances est quand même très intéressant dans ces questions-là. Et puis l'autre modalité très dominante, c'est aussi une lecture très psychologisante des problèmes de travail. Donc il y aurait qu'à en fait équiper les individus, les accompagner, les aider à traverser toutes ces péripéties, et puis du coup finalement le changement adviendrait. Donc là, la proposition qui est faite à travers le regard que nous portons et que nous partageons, je pense, de ce courant d'une sociologie appliquée aux organisations et à l'entreprise, c'est l'idée qu'il faudrait aller y voir de près, contextualiser finalement ce qui fait question, problème ou préoccupation, et que dans la connaissance et la compréhension fine des différents paramètres qui composent la situation et qui embarquent l'organisation, les modes de gestion, le management, les cultures de travail, les jeux de pouvoir, eh bien en fait ça nous donnerait des appuis pour pouvoir agir et penser l'action derrière. Donc ça, c'est vraiment une intention. Et moi, depuis très longtemps, je cherche des voies, j'explore des voies, alors avec des avancées, mais aussi plein de limitations et d'échecs. Et donc là, finalement, cette proposition autour de ce qu'on a appelé un voyage au cœur des mondes sociaux s'appuie en fait sur deux grandes sources de savoir un peu capitalisées. Donc, comme l'a rappelé Édouard, les mondes sociaux, ça a été le début en fait de moi, mon entrée dans la recherche. Donc, j'ai commencé par cette immense recherche, cette grosse recherche collective qui a duré très longtemps sur essayer de comprendre et de cartographier des manières de vivre collectivement le travail, donc en faisant une sorte de tour de France des milieux de travail. Et en fait, je vais probablement terminer, quand j'arrêterai de travailler, encore avec les mondes sociaux. Donc c'est vraiment le fil rouge qui me poursuit, mais l'idée c'est d'arrêter d'en faire des manuels et d'actualiser ces connaissances pour essayer du coup de proposer en fait une autre manière de s'approprier cette typologie, cette compréhension plurielle des mondes du travail pour s'en servir de manière très pratique. Le deuxième ouvrage, c'est un livre qui s'appelle « Enquêter dans les organisations » et qui se voulait en fait une sorte de manuel ou en tout cas de point d'appui pour ceux qui font enquête en fait, sous des formes très légères ou des formes beaucoup plus approfondies, mais dans des contextes d'intervention, c'est-à-dire pas dans un contexte de thèse où on va ouvrir un terrain, on va faire son terrain et on va essayer de produire sa thèse avec des interprétations les plus rigoureuses possibles. Non, c'est face à des demandes qui vous sont adressées, comment on fait ? Donc, qui vous adresse la demande, comment on travaille la demande, comment toutes les questions finalement qui vont nous traverser quand on va faire enquête finalement avec des attentes qui vont être suscitées par cette enquête, et du coup comment on travaille, la question d'aller sur le terrain, ce que ça produit comme effet, les questions auxquelles il faut répondre, comment on restitue, ça veut dire quoi restituer, c'est pas juste revenir vers les gens, ça a aussi des effets et des impacts à prendre en compte, et comment finalement ça ouvrirait sur une réflexion sur le changement. Donc ces deux ouvrages en fait ont été la source finalement d'une réflexion et d'une maturation qui est une gestation de baleine en fait, voilà, parce que ça met très longtemps avant de devenir plus limpide et d'arriver à se concentrer finalement dans ce dispositif-là. Mais du coup, la proposition, là, elle se fait autour de deux dispositifs qui sont du coup aussi des formes, des nouvelles formes de production pour moi, enfin pour nous au sein de Saphir. Donc il y a ce dispositif du voyage au cœur des mondes sociaux dont je vais dire quelques mots. Et puis un autre dispositif qui est... Donc le voyage, c'est une sorte de serious game, en fait, c'est un dispositif qui permet d'explorer sur des situations très concrètes la manière de raisonner sociologiquement, en fait. Et le deuxième dispositif, c'est une plateforme numérique qui se veut être un centre de ressources pédagogiques sur les mondes du travail et la question du changement, et qu'on est en train de finaliser et dont je pourrais dire quelques mots. Tu me fais signe, Édouard, quand... voilà. Merci. Donc le voyage, vous voyez,
pour partir en voyage, il faut être équipé. Donc on a un petit sac, voilà, un petit sac à dos, et puis on a des petits, voilà, on a vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Hein, je vous en ai même amené un jeu. Ah bah zut, ça c'est deux pareils. Bon, bah j'ai pas tout alors. Bon bref, on verra tout à l'heure. Donc, il y a un certain nombre de cartes. On utilise la métaphore du voyage comme une manière de faire enquête. Faire enquête, finalement, c'est partir en voyage, c'est aller recueillir des indices, c'est mettre à distance nos prénotions, vous voyez, les lectures spontanées qu'on a sur un pays, les mettre un peu en questionnement, découvrir plein d'éléments, d'indices finalement, qui vont être signifiants, et on va revenir du voyage avec plein de choses dans son sac à dos, et on va avoir le plaisir de partager les fruits finalement de ce qu'on a compris de ce pays, qui n'était pas tout à fait la résultante de ce qu'on avait imaginé au départ. Donc, dans ce dispositif, en fait, l'idée, c'est que ça puisse être un dispositif qui s'appuie sur des paroles génériques qu'on a pu identifier sur le travail, hein, donc sur l'activité, les collègues, le chef, l'entreprise, le changement, bref, en fait, l'expérience de travail est faite de toute une série de thématiques sur lesquelles les personnes racontent des choses quand on veut bien s'intéresser à elles. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir aller recueillir dans un choix de cartes dites verbatim, un certain nombre de cartes qui vont être les plus signifiantes par rapport à un cas un cas concret qu'on va être amené à étudier ou à investiguer. Donc on va choisir des situations à partir des demandes qui peuvent être celles des participants à ce jeu collectif. Et donc ces situations, elles vont être appréhendées à travers une sorte de question qui fait énigme. On ne part pas en voyage juste parce qu'on ne sait pas quoi faire de la journée. On part parce qu'on a des bonnes raisons finalement de le faire. Donc en fait, on va essayer de travailler ces bonnes raisons, de découvrir ce pays, ce monde social-là. Donc de poser une question qui fait énigme finalement et qu'on va essayer d'instruire au travers de toute une série d'étapes qu'on peut baliser, mais qu'on peut aussi appréhender de manière un peu modulaire. Donc on fait ça à plusieurs. Pourquoi à plusieurs ? Parce que finalement on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul, c'est-à-dire que on peut compléter des points de vue et enrichir la compréhension avec des points de vue différents sur le pays. C'est un dispositif aussi qui s'appuie sur une narration, c'est-à-dire qu'on va en faire un récit de ce cas-là, et on va s'appuyer sur les indices qu'on va récupérer. Donc ces cartes sur des paroles sur le travail, sur le changement, des cartes symboles aussi, des dessins aussi qui peuvent être signifiantes. Et l'ensemble de ces indices-là, une fois rassemblés, eh bien, tout un travail d'interprétation va être autorisé. Alors à la fois à partir de ces premières manipulations de cartes, mais aussi à travers la mise en perspective avec ces travaux sur les mondes sociaux et les trajectoires de changement, c'est-à-dire qu'il y aurait des modèles génériques un peu de mondes sociaux qui peuvent en fait être inspirants pour essayer de comprendre la singularité d'un monde dans lequel dont on essaie de comprendre finalement la cohérence et la logique. Donc l'idée, c'est en fait de s'appuyer sur des connaissances qui sont présentées sous forme très vulgarisée, très traduite et un peu rapide, pour en fait aider à mieux comprendre la singularité d'une situation, et que fort de cette compréhension-là, ça nous amènerait à proposer aussi un balisage de quelques étapes pour construire une voie de changement sur mesure. Donc c'est vraiment cette idée-là qui prévaut dans ce dispositif, qui a existé sous une forme un peu artisanale il y a déjà depuis plusieurs années, et qui existe sous une forme un peu plus pro, grâce au talent d'Élodie Zampronio, qui est la graphiste qui a
qui nous a aidés à produire ce jeu et qui voilà, nous permet de mieux comprendre. Donc là, vous avez des exemples, vous voyez, de paroles sur le travail. Donc c'est l'entreprise qui m'a permis de grandir. Ici, c'est devenu chacun pour soi. Les règles n'arrêtent pas d'évoluer. On n'a plus le temps de suivre. On est robotisé par le travail sur l'écran et les clics. Ça change beaucoup. On apprend beaucoup. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai un métier et j'en suis fière. Vous voyez, c'est des paroles un peu génériques. Donc, en fait, sur un ensemble vraiment de paroles sur le travail, l'idée de pouvoir capter finalement des traits saillants, en fait, nous embarque dans une aventure qui est celle du raisonnement sociologique. Et ce qu'on peut peut-être en dire en quelques minutes, peut-être, c'est que là, 2 ans après le lancement sous cette forme-là, finalement, le retour d'expérience qu'on peut faire, c'est qu'on a proposé des formats sous des modalités de journée découverte, c'est-à-dire d'un voyage un peu express pour essayer un peu de voir l'ensemble de ces étapes et de les manipuler à partir d'un cas. Donc on en a proposé voilà, un certain nombre. Donc en fait, les retours, ils sont assez convergents, au-delà même de ce qu'on avait imaginé. Donc le mot qui revient souvent, c'est bluffant. On n'imaginait pas en fait que ça pouvait en fait être puissant comme ça en termes d'interprétation, nous emmener voilà dans ces interprétations-là. C'est hyper facile d'accès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être sociologue pour pouvoir utiliser. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être sociologue de métier pour pouvoir raisonner en sociologue finalement sur le social. Et puis les cartes font une sorte de médiation, c'est-à-dire qu'on peut choisir des cartes. Parce que ça se dirait chez moi ça, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la carte qui le dit, vous voyez, c'est-à-dire que ça permet, ça autorise aussi de pouvoir dire des choses qu'on pourrait pas s'autoriser à dire dans un groupe, parce que voilà, ça fait une sorte d'intercalaire ou de médiation qui est assez utile finalement pour pouvoir parler de l'expérience de travail. Et puis, ça permet, ce qui nous est, dans les différents usages qu'on a pu faire, que ce soit en formation, en intervention, en animation de groupe, enfin, il y a plein d'usages. Et d'ailleurs, je pense que Julien et Franck seront mieux équipés que moi pour pouvoir aussi en dire quelque chose en tant qu'intervenant. Eh bien, c'est que se mettre d'accord sur un état des lieux partagé, oui, s'accorder sur ce qu'on est en train de vivre, on ne le fait jamais, en fait. On ne prend jamais le temps de le faire, de se parler de ça. Et prendre le temps de s'accorder, eh ben, c'est quand même un appui considérable pour pouvoir penser la manière dont ça pourrait évoluer, cette situation. Car si on n'est pas d'accord déjà sur l'existant, vous pensez bien que du coup, ça rend la question du changement bien plus délicate, puisque ça peut s'appuyer sur des malentendus, en fait. Donc, s'accorder sur le présent, s'accorder sur la trajectoire qu'on est en train de vivre, eh bien, serait un facteur finalement de mise en dialogue très très utile pour pouvoir après s'affronter à la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant. Voilà. Et alors du coup, ces découvertes voilà, de différents ordres ont débouché après sur une demande d'être mieux équipés, parce que c'est bien beau de l'avoir manipulé, de se dire oui, moi je vois bien comment je pourrais faire à mon niveau, et donc d'être un utilisateur aussi de ce dispositif. Au fond, ce qui nous a été renvoyé, c'est on aimerait bien être équipé un peu plus, parce que quand même, on n'arrive pas à animer comme vous. Alors c'est normal, parce que c'est un métier quand même. Moi, ça fait quand même des années que je fais ça, donc c'est pas étonnant. Mais ceci étant, je ne vais pas demander aux personnes d'attendre 30 ans, vous voyez. Donc c'est comment est-ce qu'on pourrait mieux les équiper. Donc on a proposé un parcours de formation sur une première étape pour maîtriser à la fois les fondamentaux, c'est-à-dire la lecture sociologique en termes de monde social et de changement, mais aussi toute la question de l'animation et de tout ce qu'on peut avoir comme question autour de l'animation dans un contexte d'intervention, pour maîtriser un peu mieux ces fondamentaux et pouvoir équiper finalement des professionnels. Et là, on a une première promo qui est sortie, dont Franck en est un survivant, donc on peut même survivre à ce genre de parcours, donc c'est la bonne nouvelle aussi. Et la suite est en train d'arriver, c'est-à-dire se professionnaliser. C'est jamais on s'est formé puis on est compétent, en fait, on apprend sur le tas, et on a besoin de remettre le couvert en termes de réflexion
réfléchir sur des pratiques et des usages qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir du coup devenir plus professionnel et échanger entre professionnels sur des pratiques. Donc là, il y a un deuxième cycle qui poursuit finalement ce premier autour de cette professionnalisation par le retour d'expérience et la supervision, comme étant une manière, notre contribution finalement pour équiper des professionnels qui sont les acteurs de changement, pour reprendre cette formule consacrée. Je vais peut-être m'arrêter là justement pour qu'on puisse vous laisser aussi la parole et puis pouvoir décliner ces usages-là dans des situations concrètes. Oui. Merci Florence. L'idée c'était de donner à voir d'une part la proposition méthodologique qu'a pu développer Florence à travers les travaux et puis des cas concrets aussi pour montrer comment ça peut résonner avec des situations d'intervention ou d'accompagnement en interne ou toujours faire le pont entre approche sociologique et quotidien des entreprises et des organisations. Et donc, on s'est dit qu'on commençait par Julien. Sur un cas d'accompagnement, de mobilisation de la méthode au sein d'un collectif, et de voir aussi comment ça amène à réfléchir, et quelles questions ça peut laisser aussi en suspens potentiellement, en mobilisant ces concepts et ces outils. Alors, moi, je travaille donc à l'URSSAF, Caisse nationale, sur des problématiques de développement de collectifs. C'est-à-dire qu'on s'appelle une direction à la transformation, mais aujourd'hui, notre cœur de métier depuis 2 ans, c'est d'accompagner des collectifs qui se posent des questions sur leur fonctionnement interne. On peut avoir des questions très simples du style on a un budget de séminaire, on a une journée de séminaire à passer ensemble. Est-ce que vous pourriez nous aider à traiter une question sur le fonctionnement de notre collectif ? Ça peut être, la demande peut être de ce type-là. On peut avoir des questions différentes, du type j'ai ma feuille de route, je présente ma feuille de route chaque année. J'essaie de mobiliser mon équipe, je suis manager, j'essaie de mobiliser sur la feuille de route, mais habituellement, on passe 3 heures à descendre le fichier Excel pour regarder effectivement quels sont les objectifs de l'année, quelles sont les activités et comment. Donc c'est un peu plus long et donc c'est d'assez de discuter autour de ces activités-là, d'accompagner le collectif. Et puis on peut avoir également des demandes, de même encore une fois sur les objectifs, c'est de se poser la question, on voudrait redéfinir la manière de définir nos objectifs collectivement et donc de les accompagner là-dessus. Et on va utiliser le voyage souvent, alors on ne va pas l'utiliser complètement, on va utiliser des parties, des modules du voyage, justement pour son côté à la fois d'expression et de construire le dialogue dans l'équipe. Ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Et surtout, ça met en distance, j'allais dire, l'intervenant, dans le sens où c'est presque l'analyse ou la prise de conscience de la situation vient du collectif qui le construit ensemble. J'ai souvenir donc d'un accompagnement pour une journée avec les attachés de direction. C'est-à-dire que vous avez des directions au sein de la Caisse nationale et vous avez quasiment dans chaque direction un attaché qui a un rôle un petit peu de porte d'entrée, je ne veux pas dire d'homme à tout faire, mais c'est celui qui connaît tout ce qui se passe dans sa direction, qui est souvent le référent budget, le référent informatique, le référent vraiment la porte d'entrée. C'est-à-dire que si vous avez besoin de discuter vous avez un besoin vis-à-vis d'une direction, c'est cette personne-là. Et donc, il y avait une journée de réflexion sur justement le travail entre directions. Et donc, on a pu partir sur ce voyage-là, déjà en faisant un peu un constat partagé grâce aux cartes symboles, où on demandait de décrire à chacun quelle était sa vision du collectif et du fonctionnement du collectif. Donc il y a eu des discussions déjà qui se basent là-dessus. Et ensuite, on a pu avoir un échange avec les cartes verbatim. Et on a constaté collectivement qu'il y avait un décalage qui se crée. C'est-à-dire que quasiment toutes les directions allaient plutôt dans le même sens, choisissaient collectivement les mêmes cartes verbatim. Et il y a quelqu'un qui nous dit « moi, j'entends pas ça dans ma direction. » Mais moi, j'entends pas ça, j'entends complètement autre chose dans ma direction. C'est pas le vocabulaire, c'est pas les phrases qui viennent, c'est pas ce qu'il y a dedans.
Et on s'est rendu compte que, par le dialogue, qu'il y avait beaucoup de directions. Les autres acteurs avaient du mal à travailler avec cette direction-là, justement, qu'il y avait un décalage de monde social. Et alors, on est à l'URSSAF, donc le monde social qui ressortait le plus, c'était quand même plutôt bureaucratique, hein, il faut le dire, donc avec un partage de valeurs qui est connu. On est vraiment dans un monde bureaucratique, et c'était partagé, ça ressortait massivement. Et on a une direction de l'innovation et du digital qui, elle, vit dans un autre monde social, dans un monde social de l'entrepreneuriat, du discours autour de la disruption, on est là pour disrupter, et ils sont là pour ça, pour changer nos manières de fonctionner. Mais on voyait qu'il y avait une sorte de conflit culturel qui ressortait à travers ça, et qui donnait une forme d'explication, finalement, de ce décalage de collaboration et de coopération entre ces collectifs-là. Donc ça, c'est et j'allais dire, l'analyse, quand on a eu la présentation autour des mondes sociaux, c'est vrai que moi, je l'avais ressenti. Mais finalement, ça ne vient pas de l'intervenant, ça vient vraiment des acteurs qui disent, bah oui, de ce que l'on peut voir dans le choix des cartes, et on n'a pas présenté complètement le dispositif, mais chaque carte verbatim correspond à un monde social, plus ou moins, ce qui permet de le définir et de construire cette carte-là. Et le fait de voir ce décalage-là, dans l'intervention, mon rôle a été de dire, on va quand même les mettre de côté, on ne va pas les comptabiliser, mais on va les mettre de côté, et on verra ce que ça donne derrière. Donc, comprendre et connaître finalement le dispositif permettait d'orienter, mais c'est ce genre de situation qu'on peut construire avec le collectif et faire réfléchir ensuite sur, dans nos modes de fonctionnement, qu'est-ce qui va pouvoir permettre et de construire autre chose. On utilise pas mal aussi nous, au niveau dans les interventions qu'on peut faire, les cartes symboles, toujours, pour décrire un état de départ et permettre aussi une prise de parole. Je pense à une direction qui vient, pareil, nous voir pour son séminaire. On voudrait réfléchir un peu sur nos modes. Ça ne fonctionne pas très bien entre nous. La personne en charge de la direction nous dit « Bah ouais, mais moi je suis sur un autre site, je ne suis pas sur l'équipe là. Et puis ils ne prennent pas d'initiative, mon équipe ne prend pas d'initiative, ce n'est pas des acteurs qui cherchent à... Enfin voilà, ils me demandent toujours mon avis, ils me demandent toujours ma validation. J'ai une forme je suis presque en train de les materner constamment. Elle porte cette position-là. Bon, ce qui me fait sourire, c'est qu'elle nous annonce qu'elle a recruté quelqu'un, alors il ne faut pas psychologisation, mais elle recrute quelqu'un qui est dans l'entreprise, enfin dans notre magasin, qui est connue pour être une mère de famille avec 6 enfants, qui porte le collier avec les médailles de ses enfants. Donc on sait que c'est une mère, enfin voilà, elle l'affiche. Et donc ça m'a fait sourire de me dire voilà, qu'elle faut les materner, et elle recrute une mère. Donc c'est assez amusant, mais tu évoquais tout à l'heure ce côté que ça permettait de dire des choses. Là, lorsqu'on a présenté les cartes justement symboles et on leur a demandé mais aujourd'hui qu'est-ce qui définit votre collectif de travail, l'ensemble des membres de l'équipe ont ressorti la carte forte de collaboration. Il y a une carte avec des îles, avec des ponts, donc ça s'était mis en avant. Il y a une carte avec un phare, on sait où on va. On a des cartes collectives, etc. Et ça ressortait. Et la personne en charge de cette direction a choisi la carte. Moi, j'ai choisi la carte famille parce que faut vous accompagner, faut vous materner, etc. Elle avait besoin de faire passer ce message-là. C'était pas une situation ressentie dans l'équipe, mais c'était bien, absolument, c'est cette carte-là qui est ressortie, c'est celle-ci qui est ressortie, qu'elle a choisie pour porter ce discours-là. Alors le côté couteau suisse, la carte couteau suisse va ressortir régulièrement aussi, parce qu'on est sur plein de fonctions, etc. Mais c'est ce côté où les personnes que l'on accompagne vraiment se saisissent de l'objet, et les concepts, alors... voilà, c'est peut-être un mauvais jeu de mots, mais sont très préhensibles pour le coup. C'est-à-dire qu'on prend vraiment la carte, on la regarde, on voit et on a la parole qui se libère très facilement. Et ça permet vraiment des bases de dialogue pour construire et avoir un diagnostic de départ, ou du moins une base de départ pour ensuite
construire avec d'autres outils, d'autres types d'ateliers, mais de construire d'autres modalités, notamment quand on travaille sur le collectif et sur ces manières de construire des règles de fonctionnement de vie commune, mais au moins on part sur une base commune et dialogue. Donc c'est un petit peu nous la manière dont on l'utilise. Je dis nous parce que toute l'équipe a bénéficié donc d'une journée découverte qu'on a organisée à l'AFSI, justement, parce qu'on part du principe aussi qu'en tant que communicant interne, cet outil nous permet vraiment de construire des diagnostics assez solides pour pouvoir derrière faire de l'accompagnement. Alors l'AFSI a quand même une longue tradition, j'ai envie de dire, en lien avec les sciences sociales. Florence était intervenue dans un module de formation qu'on faisait, mais on allait donc sociologie des organisations, mais on allait aussi sur l'histoire, sur les sciences de gestion, sur le management, etc. Et d'ailleurs, on a Jean-Marie Charpentier et Jacques Guerre, donc aussi de la PSE, qui ont fait un livre sur communiquer en organisation, en entreprise. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on croit beaucoup. On est beaucoup à avoir l'AFSI, au-delà de nos études de communication, à avoir ensuite fait des études en sociaux, notamment en sociaux des orgas. Donc on est très conscient de ce que ça peut nous apporter dans nos plans de communication. Et voilà en quoi aujourd'hui, moi j'utilise l'outil, un peu le retour d'expérience que je peux vous faire globalement. Et on va l'utiliser de manière plus approfondie parce qu'on a des grosses transformations qui sont en train de se faire en interne. Et on va pouvoir aller justement plus sur les cartes changement prochainement. Merci Julien. Je propose qu'on garde les questions pour après la dernière présentation. Donc, notez-les dans un coin de votre tête. On disait qu'on voulait partager un peu différents types d'expériences pour croiser les points de vue à la fois sur les transformations et à la fois sur comment les appréhender et notamment comment les concepts et les dispositifs peuvent faciliter ce travail-là. Et du coup partager avec l'expérience de Franck sur un accompagnement du coup plus en individuel aussi, parce que la sociologie c'est pas que les collectifs, c'est aussi parfois passer par les individus pour comprendre des situations. Et donc de voir avec toi en quelques minutes. Oui, merci. Donc moi je vais vous présenter l'expérience que j'ai eue d'accompagnement d'un dirigeant d'association dans le monde de l'aide à l'enfance, qui dirige une association qui est en mode qui accueille des enfants placés par la protection judiciaire de l'enfance dans un mode d'accueil de type village d'enfants avec donc ils sont accueillis dans des familles, mais les familles qui sont intégrées vraiment dans le village. En gros, c'est des couples qui accueillent des enfants placés par la protection judiciaire de l'enfance entre 6 mois et 21 ans. Les enfants restent assez longtemps dans ce village. Et les couples donc sont pratiquement logés, nourris, blanchis par le village, par l'association, et à charge pour eux d'accueillir ces enfants qui sont placés par la PJJ. Et les couples, des fois, ont aussi des enfants à eux, enfin leurs enfants. Et donc, voilà, ce petit monde-là. Et j'ai accompagné donc, le directeur général de cette association. Je l'accompagne toujours aujourd'hui, puisque, on le sait, le monde de l'aide à l'enfance est un monde qui vit des transformations et des défis qui sont assez douloureux, assez difficiles. Et donc lui, il réfléchit à son niveau à faire évoluer les modalités d'accueil. Et il a engagé un travail de partenariat avec les autorités de tutelle pour faire évoluer les modalités d'accueil. Et évidemment, ça a un contexte, ça a un impact sur la façon de travailler de l'association, et puisque qui dit évolution des modalités d'accueil dit remise en question d'un modèle qui existe depuis 1947. Et c'est là où on en est. Et donc le DG m'avait contacté au début en me disant il faut que vous nous accompagniez parce que moi j'ai besoin que mon équipe dans le comité de direction ils puissent travailler ensemble, qu'ils puissent prendre des décisions et surtout que quand on prend une décision, la décision soit appliquée après. Voilà. Donc le départ, la demande c'était ça, et on avait commencé par faire un séminaire classique de cohésion d'équipe, transmettre des compétences individuelles, collectives, en termes de communication, prise de décision, résolution de problèmes, résolution de tensions, etc.
Et donc ça a permis de faire évoluer, d'équiper comme ça au minimum avec quelques outils le comité de direction. Mais en fait, le modèle continue à évoluer et là on arrive sur des choses qui deviennent un peu plus difficiles avec des conflits notamment internes au comité de direction. Et donc c'est là où moi j'ai, formé par Florence, j'ai proposé au directeur général de l'association de passer par les mondes sociaux pour voir un peu comment à la fois comment je pouvais l'aider, l'équiper un minimum et transmettre ça et puis aussi l'accompagner dans la mobilisation de son comité de direction pour aller avancer vers des chemins un peu plus positifs. Voilà. Alors on a fait les choses dans la façon suivante. Moi, quand je lui ai proposé les mondes sociaux, j'ai commencé par lui faire tirer les cartes à lui. Donc je lui ai dit, je vais t'expliquer, je vais te montrer comment ça marche. Donc on a passé, on a sorti les cartes, il a choisi ses 15 cartes, les cartes verbatim dont on parlait. Donc ce sont les cartes qui permettent qui expriment en fait le monde du travail tel qu'on le perçoit, parce qu'on va se retrouver dans ici, on peut toujours s'arranger avec le chef, ici la boîte. Je sais plus, la boîte est difficile, je sais plus les termes, mais bon bref, il y a plein de verbatim comme ça. Donc on a commencé par faire ça, et une fois qu'on a fait ça, et je vous dirai un peu ce que ça donne derrière, on a vu le comité de direction et on a fait ce travail donc sur exactement le même travail avec le comité de direction. Alors, est sorti de ça des points de convergence et des points de divergence en fait entre le directeur général et son comité de direction. Alors pour aller rapidement, avec le comité de direction, donc en fait, comme on vous l'a expliqué, au départ, on va partir d'une question paradoxale, puisque pour tirer les cartes, il y a à peu près 120 cartes dans le jeu, donc il faut sortir 15 cartes. Donc c'est pas mal quand même de partir d'une question paradoxale, et donc on va amener le collectif à formaliser la question paradoxale et on va l'écrire sur le paperboard en disant voilà, la question c'est ça, et à partir de cette question paradoxale, c'est une énigme, on va aller sortir, on va demander au collectif de choisir des cartes qui vont, on espère, éclairer cette question paradoxale. La question qui est sortie avec le comité de direction, c'est la suivante, je la lis. Alors que nous sommes tous et toutes engagés dans un projet de protection de l'enfance, comment se fait-il que lorsqu'on prend une décision, celle-ci n'est jamais appliquée ? Alors je vous donne en mille, c'était à peu près la même question paradoxale qu'avait émise le directeur général. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'avec 1 ou 2 mois d'intervalle, pas du tout dans le même lieu, ils avaient à peu près la même problématique, donc ça démarrait plutôt bien. Et ce qui est intéressant, et je voulais remarquer ça, c'est que dans cette question, évidemment, il y a quand même un peu un choc des mondes entre le projet de protection de l'enfance et puis le fait que quand on prend une décision, celle-ci n'est jamais appliquée. Donc il y a des choses qui ressortent et qui décrivent bien en fait ce que vit en fait notamment le comité de direction. Et donc on a une première convergence ici. Autre convergence qu'on a eue avec le directeur général, c'est quand on a sélectionné les cartes, en fait, le comité de direction se retrouve bien dans un double monde, avec une prégnance du monde, on va dire, communautaire et un monde plutôt professionnel. Le monde communautaire c'est pas surprenant parce que c'est un projet qui était porté par un fondateur extrêmement charismatique. Donc le projet des origines est extrêmement fort, et même si le fondateur est mort depuis 1997, le projet reste très présent et la figure de fondateur reste très présente. Moi, chaque fois que j'y vais et que je déjeune avec les membres les salariés de l'association, il n'y a pas une fois où on ne parle pas du fondateur. Et il est mort depuis 1997, donc il est vraiment très très présent. Sa photo est nulle part, et son esprit est partout. donc il y a vraiment cette espèce de projet fondateur qui est extrêmement fort. Alors évidemment, parce que c'est un modèle communautaire, voire presque collectiviste, je ne rentre pas dans les détails, et c'est un modèle qui a été amené à évoluer à la mort du fondateur, puisqu'il avait construit quelque chose un peu en marge de l'aide sociale à l'enfance. Et quand il est mort, il a fallu se remettre un peu au carré, c'est-à-dire que l'aide sociale à l'enfance, c'est quand même un service public, il faut même des règles qu'il faut respecter. Et donc, ce village, en fait, ce modèle vit une évolution un peu à marche forcée, comme ça, depuis 1997, mais dans un contexte où
comme dit le directeur général, il nous a laissé un héritage sans testament. Donc en gros, il a laissé les choses un peu en plan, et sans trop dire évidemment ce qu'il fallait faire, parce qu'il est mort, et que personne derrière, finalement, a repris les choses. Et donc, les directeurs généraux qui se succèdent font ce qu'ils peuvent pour essayer de mettre en place un cadre, des règles de gestion bureaucratique, etc. Donc, on a donc un monde communautaire porté par un projet fondateur avec une vision très très forte, qui embarque vraiment les gens de toute leur vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est vraiment mais avec un monde qui aussi est obligé d'intégrer des règles de gestion bureaucratiques et donc qui font évoluer les choses. Et donc on a le comité de direction qui vit ça. Et donc on a cette convergence entre le DG et le comité de direction qui vivent à peu près la même chose. Et donc ça s'exprime bien. Et là on a l'expression d'une convergence quand on tire les cartes. Et donc là le directeur général est plutôt soulagé parce qu'il dit finalement on a la même vision des choses. Donc ça c'est une première convergence. On a une autre convergence aussi sur le monde professionnel. Alors je vais pas m'étendre dessus, mais parce que c'est le monde de l'aide à l'enfance avec des éducateurs spécialisés. Et donc franchement, la dimension du métier est extrêmement forte chez eux. C'est porté, c'est toute leur vie et voilà. Donc là aussi, on se retrouve le monde professionnel, le monde communautaire. Tout va bien dans le meilleur du monde. Le directeur général et le comité de direction, ils sont sur la même longueur d'onde. C'est parfait. Bon, par contre, il y a aussi des divergences. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que l'outil permet, enfin en tout cas le dispositif plus exactement, permet de faire exprimer ces divergences dans un espace assez sécurisé. Alors, je vous dis tout de suite, le directeur général, je l'avais prévenu. Je lui avais dit, tu vas voir, il est possible que sur certains aspects, ta perception des choses ne soit pas tout à fait celle du comité de direction. Donc voilà. Les divergences, elles portent essentiellement sur le changement. Il y a dans les cartes verbatim, il y a un certain nombre de cartes aussi qui expriment le type de changement que les gens, parce qu'un monde social, il peut se décrire, s'identifier à travers ses différentes caractéristiques, mais aussi le type de changement qui l'anime à un moment donné. Et donc il y a ces cartes-là qui expriment le changement dans les cartes verbatim, et puis il y a les fameuses cartes changement, qu'à un moment donné, on fait aussi on sélectionne aussi des cartes autour du changement. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est une divergence assez forte, c'est que le directeur général, lui, voit le changement comme un changement adaptatif, transformateur. Alors, changement adaptatif, c'est-à-dire c'est un changement qui va s'appuyer sur le modèle des origines. Un changement transformateur, c'est un changement qui est plutôt donc un changement plutôt piloté avec une communication institutionnelle, avec du process, plutôt en mode projet, etc. Donc c'est un peu normal, il est dans son rôle, directeur général d'une association, il travaille avec les autorités de tutelle, etc. Donc à la fois, lui, sa perception du changement, sa vision du changement, c'est le changement adaptatif. On ne peut pas changer les choses, on va s'appuyer sur le projet fondateur pour faire changer les choses. Et sa pratique du changement, c'est une pratique en mode plutôt transformateur. Vous voyez, donc il y a les deux façons d'aborder le changement. Il y a une perception, il y a ce que je perçois du changement, et puis il y a, comme ma vision du changement plus exactement, et puis il y a aussi la pratique du changement, et ça peut être différent. Concernant le comité de direction, c'est pas tout à fait ça. Le comité de direction, eux, ils ont leur vision du changement, c'est le changement transformateur. Donc ils ont bien intégré, donc plus ou moins bonne nouvelle, ils ont bien intégré que eux, comité de direction, ils étaient en charge de piloter le changement de modèle. Donc ils ont intégré le modèle changement transformateur, ils sont en charge de piloter le changement de l'évolution du modèle, donc très bien, ils ont intégré ces dimensions très processuelles du changement. Où là, ça devient un peu irritant, c'est que quand on les interroge sur le vécu, ce qu'est leur vécu du changement, là, ils nous sortent le changement critique. Et là, ça veut dire que là, il y a une forte divergence, qui d'ailleurs s'est exprimée grâce à ce dispositif, puisqu'à un moment donné, il y a eu un moment de tension, au sein de, quand on sélectionnait les cartes, où en fait le comité de direction, enfin les membres du comité de direction ont exprimé, bah oui mais non, le changement c'est un changement radical quoi. Non, on est vraiment, et changement critique c'est un changement radical, c'est en mode jour-nuit quoi. C'est, j'exagère un peu, mais et donc c'est un changement qui va produire pas mal, qui va produire de la dualité, qui peut produire aussi
quelque chose comme de la perte de sens, de découragement, un peu de désengagement, enfin vous voyez des choses comme ça, parce que on s'y perd quoi. Et donc le comité de direction, ce qu'il exprime, c'est ça, c'est que le changement qu'on vit, c'est un changement qui remet en question finalement tout ce qui fait de notre vie et voilà. Donc autant ils intègrent le fait que ils ont bien intégré le fait qu'on attendait d'eux de piloter un changement transformateur, autant quand on leur dit comment vous vivez le changement, en fait je vis un truc qui est un peu dur quoi, dur et même à la limite pour certains, qui expriment un mal-être, une souffrance au travail assez forte. Et le directeur général qui dit non mais attendez, non mais c'est pas du changement, on est juste en train d'adapter le modèle d'accueil. Et là, il y a une vraie divergence qui s'exprime parce que évidemment la perception qu'ils ont de l'évolution du modèle n'est pas du tout la même. Mais ce qui était intéressant, c'est que justement, donc, ce désaccord a pu s'exprimer et derrière, surtout évidemment, on travaillait avec le directeur général sur ce sujet. Il a bien perçu comment fonctionnait son comité de direction et que le fait notamment que ce qu'on a échangé ensemble, on a le débriefing, c'est que le comité de direction est plutôt se voit comme l'incarnation d'un paradoxe d'un compromis infaisable, impossible entre le projet des origines et le changement nécessité par l'évolution des modes d'accueil et ces évolutions du mode d'accueil sont rendues indispensables par le fait que il y a 150 enfants à accueillir tout de suite maintenant en plus dans le département, donc il faut inventer quelque chose de nouveau. Et donc le directeur général a bien compris que finalement, pour lui, la réalité qui est la sienne, c'est d'accompagner, c'est de faire en sorte de pouvoir accompagner son comité de direction de façon à ce qu'il prenne en charge ce compromis qu'il perçoit comme complètement impossible, dans la mesure où, en plus, dans le modèle du village, il y a une dualité entre les maisons qui accueillent les enfants et toute la partie gestion, les bureaux, etc. Et il y a une vraie opposition entre les maisons, ils disent les maisons, et les bureaux. Et le comité de direction, ils ont une difficulté à se positionner parce qu'à un moment donné, les évolutions en fait, du modèle font que ça impacte notamment les modalités de régulation sur le métier de l'accueil. Qu'est-ce qu'on fait, des choses très concrètes, quelle place on donne aux familles, comment on gère les différents intervenants qui tournent autour des enfants, la place qu'on donne à chacun. Donc c'est vraiment les modalités de régulation pure et dure qui sont impactées. Et le comité de direction, je ne parle pas du DG là, mais vraiment le CODIR, comme il est pris dans ce compromis un peu impossible, il a du mal en fait à se positionner en disant puisqu'en plus ils sont pris eux-mêmes dans une espèce de concurrence des prétentions des différents acteurs à dire ce que doit être le bon modèle d'accueil. Et ils sont pris là-dedans et donc ils ont un peu de mal à se positionner. Et donc l'exercice, le dispositif a permis de mettre ça vraiment à plat en disant, vous voyez, et je leur ai dit, c'est rigolo d'ailleurs votre énigme, moi je comprends, voilà, comment ça s'éclaire, parce que oui, vous êtes engagé dans un projet de protection de l'enfance, mais la décision, elle n'est jamais appliquée, mais c'est pas surprenant en fait. Parce qu'à un moment donné, quelle est votre position à vous et comment vous-même vous actionnez, vous prenez en charge ces modalités de régulation qui doivent évoluer parce que le modèle évolue. Vous voyez et donc là, ça a ouvert beaucoup de discussions. Alors le DG se dit, alors quand on parlait des cartes symboles, c'était marrant parce que ils ont sorti dans les cartes symboles beaucoup, le comité de direction, c'était le campement au coin du feu, c'était beaucoup de communautaires, beaucoup de choses comme ça. Et le DG, lui, sa carte symbole, c'était la galère. En disant, on est tous dans le même bateau, et ce qui est important, c'est qu'on rame tous dans le même sens. Et là, je lui ai dit, j'ai rien dit, mais... Ouais, comme ça prend du temps pour infuser, évidemment. Mais donc voilà, là, jusqu'où ça va. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les choses se disent. Et dans un milieu, dans un secteur, dans un environnement professionnel quand même, où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'engagement, c'est difficile. C'est les enfants qui sont mis là, placés par la protection judiciaire de l'enfance, pour vous dire, ils arrivent à 6 mois, ils repartent à 21 ans, ils ne voient quasiment plus leurs parents, quoi. Ils sont pris en charge. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça par la suite ?
parce que l'histoire n'est pas finie, hein, on continue. Bon, il y a eu un événement un peu dramatique récemment, qui a justement obligé le comité de direction à se positionner et à se dire c'est quoi, à s'interroger sur son rôle dans la régulation des pratiques et des modalités d'accueil. Et ils ont commencé à évoluer en termes de positionnement et à intégrer le fait que c'est à eux, en tant que collectif, comité de direction, de se positionner, de construire, d'élaborer la fameuse prétention à c'est quoi le bon mode d'accueil aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà. Et alors pour vous dire, au fond, le projet fondateur, c'est un projet qui voulait, dont l'ambition était de donner une place à des enfants qui n'avaient plus de place. Après la guerre, vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'enfants à Paris étaient un peu perdus, les orphelins, on ne savait plus où étaient les parents, voilà. Et donc l'idée, c'était vraiment de donner une place à ces enfants-là et de leur permettre de vivre la vie la plus ordinaire possible, d'où les mettre dans des familles normales pour qu'ils vivent une vie de famille normale, ordinaire. Et donc la question de la place est très importante parce que les modalités de régulation telles qu'elles sont pratiquées jusqu'à présent, c'était quelle est la place qu'on donne aux enfants et aux adultes qui sont autour des enfants. Et donc tout ça. Et quand on regarde un peu les trajectoires biographiques des personnes, notamment au comité de direction, la question de la place, de leur place, est assez intéressante. Ils ne sont pas là par hasard, parce qu'ils ont trouvé une place, ils vous le disent d'ailleurs. Donc cette question de la place de l'enfant, des adultes autour et de ce qui se joue est vraiment au cœur du projet fondateur. Et en fait, l'idée, là où comment avance aujourd'hui le projet, c'est justement de s'émanciper par rapport à ce projet fondateur et de substituer à cette notion centrale de place plutôt quelque chose autour de l'autonomie et du parcours, ce qui est assez différent. Et ce qui veut dire que pour le comité de direction, de changer de focus, on passe on est là pour, en gros, donner une place, gérer la place, à on est là pour accompagner les gens dans un parcours, ça change complètement les modalités de régulation. Et du coup, ils commencent à intégrer ça, et ils commencent notamment en se positionnant, en prenant position notamment, je ne rentre pas dans le détail de ce qui s'est passé, mais ils ont été obligés à un moment donné, entre guillemets, de taper du poing sur la table en tant que collectif, et en disant, non mais attendez, on arrête là, maintenant, on fait les choses de manière un peu sérieuse. Donc voilà, c'est un travail en cours, et c'est pas fini, je vous raconterai la suite. Dans un podcast spécial. Merci. Merci pour ces trois interventions et ces trois témoignages. Peut-être s'il y a des questions déjà qui vous brûlent les lèvres. Mathieu. Oui, merci pour vos présentations. J'ai une question d'ordre un peu pratique. J'ai bien compris l'intérêt du dispositif pour poser des diagnostics partagés. Et je me demande comment ce dispositif s'articule avec la demande concrète du changement. Et à quel moment finalement on peut aussi utiliser ce dispositif ? Est-ce que c'est quand il y a déjà un problème qui s'est posé ? Ou est-ce qu'au moment du démarrage d'un changement, parce que souvent dans les entreprises ça se passe comme ça, une direction voudrait qu'un changement se fasse, et à ce stade-là il n'y a pas forcément encore de problème. Pas forcément, peut-être, oui, mais pas forcément. Et donc voilà, comment ça s'articule et à quel moment on peut le déployer. Voilà. Moi, je voulais répondre de ma place, et je vous laisse bien sûr le soin d'y répondre. En fait, ça fait partie des bonnes raisons en fait, de faire un voyage. Donc, c'est vrai que les raisons dominantes, c'est quand il y a un problème. Il y a des signaux qui commencent à clignoter un peu rouge foncé, et parce que j'ai l'habitude de dire qu'on appelle le sociologue avant le sorcier, mais c'est à peu près ça quand même. C'est-à-dire qu'on ne se précipite pas, voyez, on utilise souvent d'autres recours avant. Donc en fait, parfois c'est au moment où c'est assez dégradé qu'on recourt à la sociologie, c'est un peu dommage, mais bon. Mais on peut aussi utiliser pour anticiper des changements à venir, c'est-à-dire avant que démarre un changement, de se dire peut-être que c'est pas sûr que ça se passe aussi bien que ce qu'on imagine, peut-être qu'une étude un peu de faisabilité, enfin de repérer un peu l'état des lieux, ça nous permettrait de mieux
piloter ce changement, de définir la manière de s'y prendre, de voir aussi peut-être il y a des écueils à éviter ou des points d'appui à repérer. Donc c'est tout à fait utile en fait de pouvoir être dans cette anticipation. Et puis la troisième modalité que nous on a pu à partir de nos expériences repérer, c'est de consolider les dynamiques qui seraient encore fragiles et qui sont plutôt vertueuses et on se pose la question de ce serait quoi les facteurs ou les conditions qui permettraient de les renforcer, qu'elles soient plus robustes en fait. Moi, j'ai l'exemple, parce que ça va commencer en janvier, des deux situations. Il y a une situation où il y a un changement, un projet de transformation, de réorganisation qui est lancé, où ils se rendent compte aujourd'hui que le discours des équipes, c'est il n'y a pas de com. Ça manque de communication. En tant que communicant interne, on sait que s'il y a un problème de com, c'est que c'est pas un problème de com, c'est que c'est un problème de projet. Et que on est en train, justement, là, on va pouvoir s'appuyer sur le dispositif pour réorienter l'équipe qui pilote ce changement-là. A contrario, on a une équipe qui va aussi se lancer dans une réorganisation, et là, ils sont venus nous voir, et ça va être on va mettre en place du dispositif de manière en préalable pour lancer justement et construire le plan de transformation, le plan de changement. Donc, si j'ai bien compris, le jeu, c'est donc un outil collaboratif, donc pour instaurer le dialogue, poser un diagnostic et éventuellement une conduite du changement. Après, ce que je m'interroge, c'est sur la dimension collective, parce qu'en fait, j'ai entendu beaucoup équipe de direction, et du coup, voilà. Est-ce que le diagnostic il est posé qu'avec l'équipe de direction ou pas, en vue de réussir le changement, j'entends. Donc voilà, c'était qui dans le collectif. De façon plus pragmatique, le jeu, il faut qu'il y ait combien de personnes autour de la table pour que ça fonctionne. Et peut-être une question un peu plus précise pour Franck, dans l'exemple que vous donniez. J'entends que le DG, il a fait l'exercice tout seul. Et après, le CODIR l'a fait, mais est-ce que le DG l'a refait avec le CODIR ? Voilà, c'était pas le DG et le CODIR, c'est le DG et avec le CODIR. Peut-être pour répondre là-dessus, effectivement, donc le directeur général, moi je lui avais fait faire le jeu au départ parce que pour lui montrer, pour qu'il fasse l'expérience du jeu. Ensuite, il était intégré dans le comité directeur, donc il travaillait avec son équipe et lui ne voulait pas ça. Alors je reconnais qu'il peut y avoir, mais l'équipe a fait ce qu'il fallait pour que les divergences s'expriment et il était prévenu, mais c'est vrai qu'il y a un biais. Pour répondre à la question si l'équipe de direction et le reste de l'association, l'accompagnement aujourd'hui est vraiment avec le directeur général et l'équipe de direction, mais vous avez tout à fait raison, j'aimerais pouvoir par la suite pouvoir étendre l'accompagnement au reste. Mais pour l'instant, pour un tas de raisons, ça ne se fait pas comme ça. Ça serait certainement pas la même énigme. Oui, c'est évident. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce serait intéressant. Voilà. Mais pour l'instant, il y a un pilotage aussi qui est notamment par le directeur général, qui, pour des raisons aussi, voilà. Oui, a priori, les collectifs, ça peut être n'importe quel collectif. En fait, il n'y a pas, le CODIR n'est pas le seul collectif possible, puisque comme il n'y a pas de prérequis, en fait, et tout le monde a une expérience de travail, donc tout le monde entend des choses sur le travail. Donc ça peut être une équipe de professionnels, de managers, d'opérateurs, enfin. Après tout, on peut faire en fait réfléchir sur qu'est-ce qu'on comprend finalement de la situation. Et du coup, là, vous remettez, c'est toujours des personnes, une équipe d'opérateurs, une équipe de managers. Mais du coup, est-ce qu'il peut y avoir une équipe de jeunes, avec des opérateurs, des managers, des directeurs plus là. C'est ça ma question. Oui, alors, oui. Ça, c'est des questions qui ne peuvent pas se traiter a priori. Parce que en fait la question c'est il faut que les conditions de parole et d'expression
puisse être garantie. Donc si on ne peut pas prendre la parole parce que son chef est là et que ça ne se fait pas en fait de prendre la parole quand le chef est là, ou si on prend la parole ça peut être risqué, bah, du coup voilà, la mixité peut être un problème. Mais dans d'autres situations ça peut ne pas être du tout un problème et au contraire être intéressant pour travailler sur ces régulations. Donc il n'y a pas de réponse a priori, ça dépend. C'est pour ça que c'est toujours quelque chose de très contextualisé, enfin de mon point de vue, à construire en fonction de la situation et de la demande. Après, combien ? On ne se pose pas ce genre de questions à 50. Comme, on peut se la poser à 50, mais pas autour d'une table, à tirer des cartes, parce que c'est pas adapté en fait. La maille d'une parole qui puisse quand même s'exprimer, se mettre en débat, ça suppose un groupe restreint. Donc voilà, c'est 5, 8, 10 personnes maxi. Donc si on a 50 personnes, et ben, c'est 5 sous-groupes. Et après, on organise un temps de confrontation des lectures qui ont été produites par les sous-groupes. Mais en fait, on ne sait pas mettre en débat, d'ailleurs c'est bien le problème, quand on a des groupes de travail où il y a 40 personnes et on dit oui, on va élaborer des choses, on n'élabore rien du tout à 45 ou 50, ça n'existe pas. Donc sur 45, il y en a 5 qui travaillent et puis les autres qui sont là. Voilà. Mais on peut aussi, par contre, on sait bien que dans le groupe restreint, la question d'une dynamique de groupe, de production, mais aussi de tout ce qui se joue en fait entre les individus, c'est quelque chose de délicat et qu'il faut pouvoir mettre au travail aussi. Donc c'est toujours voilà, la maille restreinte, mais qui peut être démultipliée s'il y a une population plus large. Enfin, ce serait en tout cas la manière dont on l'a envisagé. Après, il peut y avoir aussi des expérimentations auxquelles on n'a pas songé et qui peuvent être différentes. Voilà. Je ne prétends pas avoir la mode d'emploi. Alors, je vais compléter la question, parce que ça me dément. Mais merci. Parce que c'est pas anodin, effectivement, de mobiliser un dispositif qui s'affiche en plus sociologique. On se rappelle, justement, l'année dernière, avec Gilles Herreros et Bruno Milly, sur... alors, je sais pas s'ils sont sociologues ou sorciers, mais bon, ils sont pas appelés beaucoup plus tôt non plus. Enfin, ils sont certainement sociologues. Est-ce qu'ils sont sorciers aussi, ça... Mais donc c'est pas anodin d'arriver avec un dispositif qui s'affiche comme ça. Donc en plus voilà, on est appelé dans des contextes potentiellement ou de crise ou de crise anticipée. Et comment on peut aussi le choisir ou le proposer par rapport à d'autres dispositifs qui existent, parce que c'est pas votre première intervention. À la limite, quels avantages ou en tout cas quels bénéfices on espère en avoir, et puis aussi avec quoi on peut le compléter, parce que bon là on entend il y a aussi des pratiques de dynamique de groupe, parce que voilà, on va être sur des groupes restreints, peut-être qu'il y a des expérimentations à faire sur des plus grands groupes, je sais pas, ce serait intéressant. Mais voilà, comment ça s'articule avec d'autres types d'approches. Florence, on va te laisser répondre déjà sur la partie d'où viennent ces... J'ai pu dire un peu en introduction que j'ai pris naissance avec les mondes sociaux quelque part dans ma vie de sociologue. Donc c'est une très très longue maturation en fait, et d'une recherche depuis très longtemps d'essayer de transformer cette connaissance-là en un matériau accessible, manipulable, que ce soit beaucoup en formation, mais aussi en intervention. Donc en fait, je ne m'en servais pas. En fait, il y a eu tout un temps, je ne m'en servais pas. Donc j'étais très contente d'avoir produit ça. Moi, ça me servait à moi, mais en fait, je ne savais pas trop comment le faire. Et du coup, les verbatims, c'est le fruit de 30 ans de recherche. En fait, 30 ans de navigation dans des mondes du travail. Donc, ils ne se sont pas fait au doigt mouillé, en fait, le choix de ces verbatims. C'est vraiment ce qu'on entend dans les mondes du travail, dans les mondes du taylorisme, dans les mondes de la bureaucratie, dans les mondes professionnels ou dans les mondes de type entrepreneuriaux, qui sont les 4 types un peu génériques des mondes du travail, dont les formes changent selon les époques, et qui s'hybrident et sont des mondes aussi composites, puisque dans la réalité, il n'y a pas que des mondes tayloriens, où ils sont aussi
voilà, il y a des mélanges, hein, tout un nuancier, un éventail. Donc en fait, ça a été un long travail hein, de se dire sur des thématiques, qu'est-ce qu'on dit finalement à propos du travail. Donc il y a une reformulation pour le rendre plus générique par rapport à une parole très singulière, dite ici ou là dans à propos, je sais pas quoi, d'un monde industriel ou d'un monde de services, d'une PME ou d'une grosse boîte, etc., qui viennent colorer ou singulariser cette parole. Mais ces paroles, on a pu les tester depuis longtemps, en fait, et elles marchent, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le fruit de notre imagination, c'est le fruit, en fait, d'une longue expérience de terrain et où on a pu resynthétiser, voilà, les paroles qui sont vraiment un peu fortes là-dessus. Les symboles, moi ça fait longtemps que je travaille avec des dessins, des photos, alors pareil, quelque chose de très artisanal, donc très moche en fait, hein, voilà, parce que c'est tout un art aussi hein, de pouvoir produire des dispositifs graphiques qui sont beaux. Et donc en fait moi je me suis beaucoup appuyée sur toutes les des symboles qui me semblaient être en fait avoir un bon rendement quand je les utilisais. Et puis on a beaucoup travaillé avec ma collègue aussi Anne Claudino hein, qui a été une très forte contributrice aussi à ce dispositif dans son élaboration sur voilà, par rapport à des mondes sociaux, à des vécus de changement aussi, qu'est-ce qui se dit en fait, c'est quoi des images qui circulent. Donc on a eu des images nous qu'on a essayé de travailler, de soumettre à la graphiste qui les a elle remis, mais si vous voulez on peut faire circuler hein, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc ces images, elles n'ont pas une signification descriptive qui viendrait dire et ben voilà, ça c'est je sais pas quoi, une maison, et donc la signification c'est la maison. Non, c'est une image qui peut être investie avec des significations très différentes selon les personnes. Donc ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le rapport à cette image déclenche en fait un nouveau narratif à propos de ces situations de travail et aide à rentrer en dialogue. Voilà, je ne sais pas, ça répond un peu à... Et pour compléter, en fait, on voit le type d'image elles vont circuler, mais le type d'image qui est utilisé, c'est des images qui sont utilisées, je pense aussi, qu'on récupère en entretien. C'est-à-dire, voilà, c'est quand les gens ont besoin d'exprimer quelque chose, expliquer, ils vont souvent utiliser une image, et c'est ce qu'on retrouve là-dessus, en fait. Et donc, on fait le chemin inverse, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on leur demande d'exprimer avec l'image, mais qui aurait pu venir naturellement. Sur le côté ludique, alors, moi, je suis désolé, Florence, mais je ne dis pas que c'est un jeu. Oui. Parce que il n'y a pas de règle du jeu. On ne gagne rien. Il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de but, c'est pas un jeu. C'est vraiment un dispositif. Et alors, moi, j'ai pas ce problème-là parce que les gens viennent viennent nous voir parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas un dispositif classique. On utilise beaucoup d'outils d'intelligence collective de manière globale dans nos interventions quand on accompagne. Donc, pour eux, c'est un dispositif comme un autre. Et il y a de plus en plus d'utilisation plus connu étant le World Café, mais après, maintenant, il y a plein de dispositifs qui existent dans les entreprises et dans ces collectifs-là, et ça rentre complètement dans ce type de dispositif-là. Et nous, on utilise beaucoup, alors ça s'appelle, excusez pour l'anglicisme, mais des liberating structures, qui sont donc des outils d'intelligence collective, qui sont vraiment très, 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 très forts, très puissants pour notamment enlever tout ce qui est biais à la coopération. Donc ces outils-là sont vraiment très, très intéressants. Et ça rentre complètement dans ce type de dispositif-là. Et moi, j'ai pas eu de besoin de le justifier ou on a accompagné, on explique ce qu'on va faire ensemble, collectivement, et le groupe suit, ou la personne va suivre. Et il y a un côté, parce qu'on l'a dit plusieurs fois, il y a un côté divinatoire hein, quand même. Entre les cartes nous disent, ils vont tirer les cartes. Il y a un petit côté, on s'y retrouve beaucoup, un petit côté sorcier. Sorcier, ouais. Sorcier, on les retrouve, voilà. Ouais, mais ça fait partie de... Oui.
Et juste pour compléter, alors oui, sur la dimension ludique, c'est tout bête, mais le fait d'avoir un jeu de cartes, d'aller chercher, piocher, de se poser, qu'est-ce qu'on choisit, quel verbatim plutôt que tel autre, etc. Donc, et puis surtout, après, que ça répond comment on le fait, souvent, moi j'aime bien faire bouger aussi, donc les gens se lèvent, vont chercher des cartes, ils se les échangent, enfin bon voilà, il y a plusieurs, dans la manière d'animer, voilà, donc il y a ces dimensions ludiques. Les cartes symboles aussi sont marrantes, donc du coup ça suscite beaucoup de réactions, et donc moi je trouve que l'aspect ludique facilite beaucoup de choses. Je voudrais revenir sur l'aspect aussi, le bénéfice de l'outil, du dispositif, avec, pour revenir sur le point de vigilance méthodologique, c'est-à-dire que garantir, ce que tu disais, garantir que l'expression puisse se faire dans un cadre sécurisé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le faire avec tout le monde dans n'importe quel contexte. Mais à partir du moment où on arrive plus ou moins à garantir ça, on n'est jamais sûr à 100%, hein, mais bon, on y arrive. Il y a des effets quand même. Moi, je l'ai vu avec le village que j'accompagne, enfin en tout cas l'équipe. Il y a des effets de reconnaissance. Ce qu'on disait, c'est-à-dire que ce truc magique. Moi, je dis vraiment un effet de reconnaissance, c'est quand je vais voir une carte, je vais lire un verbatim, je vais dire ah ouais, là c'est vraiment comme ça que je vis les choses. Et puis il y a le collègue à côté qui dit ah oui, c'est vrai. Et puis peut-être un troisième qui va dire ouais, mais peut-être pas tout à fait. Et là, on commence à discuter. Donc, il y a des effets de reconnaissance qui se font à la fois individuels et collectifs. Parce que du coup, on va se retrouver et on va faire l'expérience aussi d'une sorte on va redessiner une sorte de carte postale ensemble, où on va redessiner le monde qui nous est commun. Et je trouve ça assez fascinant parce que les gens vont redessiner ce monde commun avec des petits éléments, qui une maison, qui un ruisseau, l'autre va mettre un arbre. Vous voyez, en retrouvant dans des cartes, tous les éléments, ils vont se retrouver ensemble autour de ça. Alors évidemment, c'est aussi un plus petit dénominateur commun. On ne va pas retrouver complètement... Mais cet effet de reconnaissance, du coup, il y a une mise en lumière de ce qu'on vit, partagé, et ça a un effet quand même sur le collectif qui est assez fascinant, parce que les gens sortent de là en disant waouh, ouais, j'ai compris pourquoi, voilà, parce qu'en plus dans un collectif vous pouvez avoir plusieurs mondes sociaux. Le monde social du DRH, c'est pas le monde social du directeur financier et du directeur technique. Donc à un moment donné, ils vont se retrouver sur un monde social en commun parce que c'est ce qui va structurer un peu là où ils sont, hein, l'entreprise. Mais en même temps, ils vont aussi comprendre que moi, je suis directeur technique, directeur industriel, mais mon collègue qui est DRH, il ne fonctionne pas pareil. J'ai compris pourquoi. Et en fait, en tout cas, c'est pas que j'ai compris pourquoi, mais au moins, on va se le dire. Et ça, c'est assez fascinant. Et puis alors, du coup, pour finir à compléter juste sur comment on peut compléter avec d'autres outils, moi, ce que j'avais dit, c'est que c'est vrai qu'au départ, notamment dans l'expérience que j'ai témoigné, c'est que j'avais quand même fait un travail de 2 jours avec l'équipe, en amont, plusieurs mois avant, pour m'assurer quand même, alors à l'époque, je ne connaissais pas les mots, je n'étais pas formé aux réseaux sociaux, mais pour m'assurer quand même que on est arrivé quand même un minimum à travailler ensemble sans sortir en conflit. Voilà. Et le produit d'ailleurs de ce séminaire, ça avait été, les gens m'avaient dit, plusieurs m'avaient dit, c'est la première fois que je sors d'un séminaire de direction sans avoir la boule au ventre ou sans avoir envie de pleurer. Donc c'était plutôt efficace, mais en amenant des choses plus classiques. Mais on s'était assuré d'une capacité, déjà de leur donner cette expérience, qu'ils fassent l'expérience, qu'ils étaient capables de travailler ensemble, de produire quelque chose ensemble, et après, on peut ouvrir un peu les choses pour arriver à chose. Ce qui est intéressant aussi avec le dispositif, c'est que, et d'ailleurs Gilles et Bruno en parlent très bien, on le voit, c'est la mise en travail du collectif. Il y a une intervention, il y a une mise en travail. Mais là, elle est mise en scène. C'est une mise en scène de la mise en travail du collectif par l'intervention. Ouais. C'est-à-dire de fait de choisir les cartes, de choisir des éléments ensemble, là, ils sont conscients de cette mise en travail. Parfois, justement, la mise en travail, elle n'est pas incorporée, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de transformer. C'est déjà une première étape de la transformation, ils n'en sont pas conscients. Là, il y a une plus grande prise de conscience de cette mise en travail-là, ce qui fait qu'elle est un peu moins difficile. Elle peut être un peu moins difficile. Et ça répond aussi à la question du changement, Mathieu. Comment le changement vient ? En fait, le changement, il commence à partir du moment où il y a cette mise en travail qui se fait, parce qu'on découvre un terrain et c'est une bonne base. Il y avait une autre question. Ouais. C'est pour ça que je reformule juste pour le enfin, je vais essayer de reformuler juste pour la prise de son. Donc une question
pour Florence sur est-ce que finalement les mondes sociaux ont évolué depuis les premiers travaux. Depuis la préhistoire. Depuis la préhistoire des mondes sociaux. Donc on a 5 minutes. Et du coup aussi, ce que j'entends aussi, c'est est-ce que ton travail a évolué aussi pour appréhender les mondes sociaux, un peu en effet miroir, où les premiers travaux d'enquête étaient aussi sur une récolte de verbatim pour cartographier. Et maintenant, un processus inverse, où à partir des verbatim, on va aider les collectifs à s'identifier dans quel monde social ils peuvent se retrouver. Et ce que j'entends aussi, c'est est-ce qu'il y a un risque de biais à formuler des cartes préécrites, on va dire, par rapport à ces évolutions. Et quelle liberté on peut s'autoriser aussi, du coup, avec des cartes vierges. Alors, plusieurs questions. Est-ce que les mondes sociaux ont évolué ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a dans le livre, c'est les mondes sociaux d'entreprise empiriques, c'est-à-dire les configurations empiriques. C'est une taxonomie, on appelle ça en langage savant. C'est donc les formes empiriques des années 90-2000. Donc, en fait, il y a, avec cette singularité à cette époque-là, qui est que, en fait, il y a deux mondes qui sont, en fait, structurés par le fait de vivre de manière intensive des changements radicaux. C'est ça qui, en fait, est discriminant à cette époque-là et qui affecte moins les autres mondes. Donc, en fait, c'est ça qui a tiré, on va dire, et a construit la typologie. Donc, déjà, la première version en 95 et l'autre en 2007, déjà, on avait montré, en fait, des évolutions. Il y avait des nouvelles questions. Donc là, effectivement, il y a 10 ans, la question a été posée de faut-il refaire une 3e édition des mondes sociaux ? Et là, j'ai dit non. Enfin, moi, je me suis dit non. D'abord, je suis toute seule là, parce que du coup, malheureusement, Renaud Saint-Celeu et Marc Hual ne sont plus là. Donc moi, je ne me voyais pas du tout reprendre ça. J'avais plus cette envie-là, en fait. Et je me suis dit, mais je voyais bien que les formes empiriques avaient vieilli. Donc moi, quand je présentais les mondes sociaux, d'ailleurs, je les actualisais. Mais ce n'était pas écrit. Bon, après tout, c'est pas grave, hein, tout n'a pas besoin d'être écrit. Mais en fait, effectivement, on me renvoyait, ben oui, mais ça existe où ? Vous avez fait un truc ? Ben non, on n'a rien fait. Donc j'ai dit, on va faire autre chose. Et donc, en fait, je me suis dit, cette question du changement un peu plus radical, aujourd'hui, il touche tous les mondes, potentiellement. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé à un monde qui était le monde des professionnels à l'époque, le monde professionnel. Donc, je me suis dit, en fait, il faut redégager des formes un peu génériques, des matrices, des types un peu génériques, dont les formes évoluent selon le temps. Le monde du taylorisme d'il y a un siècle et aujourd'hui, c'est plus tout à fait le même. Mais c'est toujours l'ADN taylorien qui est à l'œuvre. Donc, est-ce qu'on pourrait identifier des espèces d'architecture comme ça qui sont un peu des invariants finalement de ces mondes génériques, de pouvoir en montrer en fait des variations aussi contemporaines, donc comment est-ce qu'ils évoluent, les épreuves auxquelles ils sont confrontés, voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire sur chacun de ces mondes-là, et puis finalement de pouvoir identifier un autre registre qui sont des voies de changement, des trajectoires de changement qui sont soit adaptatives, soit critiques ou transformatrices, etc. et qui après se croisent avec les mondes. Et donc ça donne des combinaisons, c'est-à-dire que c'est des briques élémentaires qui permettent dans chaque situation de recomposer finalement l'actualité de son monde qui est traversée par des natures de changement de tel ou tel ordre, des hybridités entre différents mondes, etc. Donc c'est plutôt en fait la démarche, ça a été de proposer finalement de quoi reconstruire. Après, chacun fait son modèle singulier au fond. Et ça permet de traverser davantage le temps parce que du coup, voilà. Donc moi, je me suis débarrassée, entre guillemets, de cette pression qui pesait sur mes épaules d'écrire une 3e édition en sortant autre chose. Voilà, donc c'est la pirouette que je me suis autorisée. Donc ça, c'est une première chose. Après, du coup, le risque de passer à côté. Donc c'est vrai, tu le dis très justement, la démarche, elle est inverse. Mais elle est inverse, non pas pour remplacer une enquête. C'est ça. C'est-à-dire, c'est comment pédagogiquement on peut éprouver
une forme de raisonnement sociologique à partir d'indices qui sont signifiants, mais qui sont signifiants pour ceux qui vont être présents. Ça ne veut pas dire que c'est ça le réel, complètement. C'est en tout cas l'interprétation que les participants vont se donner. Et l'idée, c'est pas de dire c'est un statut de vérité. L'idée, c'est juste de leur dire peut-être que ça peut vous aider en fait à envisager l'action et la question du changement pour vous. C'est ça la visée. Elle est pédagogique en fait. Elle n'est pas scientifique. Donc c'est pas le même registre, tu vois. Donc c'est vrai qu'en fait, on propose une forme de voyage un peu express avec du coup finalement des indices. C'est comme les œufs de Pâques cachés dans le jardin. Hein. Ça ne dit pas tous les trésors possibles du monde. Hein. Ça dit juste qu'il y en a qui sont là, il va falloir les trouver, les débusquer. Donc là, c'est comment en fait on propose un certain nombre d'œufs de Pâques, alors qu'on a Noël, ça n'a rien à voir. Voilà, enfin bref. En tout cas, des boules de Noël voilà, réparties partout et qu'on irait chercher. Et donc c'est vrai qu'on reconstruit du monde à partir de ces indices signifiants qui n'ont pas, comment dire, vocation à épuiser la totalité du réel. Et c'est pour ça qu'en fait, les cartes symboles, elles viennent donner aussi un complément. C'est-à-dire que ce qui n'est pas dit dans les verbatims, les cartes symboles, elles peuvent aussi compléter sous une autre modalité. Mais c'est tout à fait juste. Hein. Ça n'a pas la prétention à dire que c'est la même chose qu'une enquête sociologique où on ferait 50 entretiens, etc. C'est autre chose et c'est une orientation qui est plutôt à visée d'action. Donc ça n'a pas le même statut. Et en fait, il n'y a pas de carte. On n'a pas fait de carte où il n'y a rien. Mais par contre, on utilise des post-it en disant s'il y a des trucs qui manquent, allez-y. De toute façon, le but, vous voyez, c'est des outils. Les outils, il faut les faire à la main. On reformule aussi, par exemple, il y a des cartes verbatim et on dit oui, voilà, mais ça, pour nous, ça dit ça. Très bien, ça dit ça. Chez vous, ça dit ça, en fait. Le monde de l'entreprise, je sais pas quoi, on roule tous pour l'entreprise. C'est pas une entreprise, c'est une association. Bon, voilà, c'est une association et c'est même pas une association, c'est un métier. Ok, c'est un métier, mais du coup, vous y mettez une signification. Le but, c'est que ça vous fasse parler et préciser davantage du coup, une lecture sur votre milieu. Donc, c'est aussi des inductions, ces cartes. Hein, elles n'ont pas vocation à... Voilà. Et peut-être, je pourrais juste rajouter, ce qui peut être intéressant, c'est de confronter des lectures qui sont produites à des endroits différents de l'organisation. Vous voyez, c'est-à-dire, nous, on travaille beaucoup avec des groupes un peu miroirs comme ça, parce que du coup, ça vient recréer du débat et de la confrontation de points de vue qui ont leur légitimité et qu'on n'ait pas la même lecture de l'existence, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui nous réunit et puis de, oui, tiens, j'avais pas vu, ouais, toi, tu vis ça comme ça. D'accord, je comprends mieux pourquoi on a du mal à se parler, vous voyez. Et pour compléter, c'est collectivement, mais l'analyse aussi se fait collectivement, ils sont acteurs, c'est-à-dire que ça met aussi en distance l'analyse de l'intervenant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interventions, on va dire, oui, c'est vous qui le dites, ça ne se passe pas vraiment comme ça, c'est vous qui le dites. Là, le fait que ce sont les personnes qui ont choisi les cartes, qu'il y a des petits symboles qui renvoient à un environnement, etc., c'est beaucoup moins difficile. On peut pas rejeter la faute sur l'intervenant, pour le coup. Oui, ça les implique. Ils sont impliqués, ouais. Ils sont impliqués dans l'analyse. Moi, j'avais une question pas sur du coup, on comprend bien qu'il n'y a pas besoin d'être sociologue pour faire un bout de voyage, mais du coup, sur le devenir guide. Alors, jusqu'à quel point, je ne sais pas si c'est forcément sociologue, mais il y avait la notion d'être suffisamment équipé. On voit qu'il y a de la supervision, il y a autant d'expérience entre pairs rencontrants donc peut-être à quel moment, où vous placez le curseur, à quel moment on se rend de guider, comment à un moment la lumière arrive. Et puis du coup ça fait quand même appel à quoi d'animer un voyage comme celui-là, parce qu'on sent bien que c'est quand même pas la même chose de jouer et de... Pour vous, qu'est-ce qui conduit vos clients à vous choisir vous plutôt ou après à avoir choisi d'autres cabinets de conseil plutôt conventionnels? Est-ce que le fait d'avoir construit un jeu, c'est aussi un dispositif argument dans le fait de vous vendre? Et est-ce que vos commanditaires, qui sont souvent de direction, n'ont pas peur que vous armiez
ceux qu'elles désignent comme les réfractaires au changement qu'elles essayent d'investir ou d'engager dans leur organisation. Je pense par exemple à des organisations syndicales. Est-ce qu'elles n'ont pas peur que finalement les dispositifs que vous leur proposez pour comprendre et accompagner le changement se retournent contre elles en empêchant le changement? Tu veux répondre? Oui, je vais répondre. Alors déjà, peut-être répondre sur la question du guide. La question, c'est quoi ces guides? Qu'est-ce que ça fait d'être guide au cours de l'événement? En personnalisant, à quel moment vous êtes senti de basculer j'expérimente le voyage, je deviens guide et avec... parce que, un peu, en fait, parce que j'ai découvert les mondes sociaux avec Florence lors du master SDO il y a déjà de nombreuses années et que c'est le livre m'a beaucoup marqué et l'outil, je trouve le dispositif intéressant. Et quand Florence a lancé le voyage au cœur des mondes sociaux, j'ai fait la journée découverte. Ensuite, je me suis inscrit à la formation parce que moi, ça me convient bien et j'aime beaucoup ces notions, ces concepts qui, moi, me parlent. Et c'est vrai que... je suis inspiré aussi par Saint-Saulieu, par la sociologie d'entreprise. Donc c'est vrai que moi, derrière les mondes sociaux, pour répondre derrière les mondes sociaux, je vois aussi des processus de légitimation, socialisation, de plein de choses. Et je vais plutôt chercher, derrière les verbatims, et ce qui ressort des verbatims, je vais aussi naturellement aller chercher les dynamiques, des choses, c'est tout sauf statique. C'est que dynamique et c'est ce qui m'intéresse dans la mise au travail, c'est les dynamiques qui me permettent de comprendre un peu ce qui se passe et ensuite de poser des questions, enfin de comprendre en tout cas, d'interroger ce qui se passe. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, plus ou moins. Voilà. Donc c'était ça. Et puis alors pour répondre à la question par rapport aux clients. Valentin. Alors moi déjà je ne propose pas le jeu des mondes sociaux à mes clients. Parce qu'en fait l'idée c'est pas de proposer le jeu, l'idée c'est c'est un dispositif, c'est un outil parmi d'autres en fonction des situations. Il se trouve que jusqu'à présent, moi, je suis un tout jeune padawan et donc pour l'instant, donc je suis pas ce que je fais, c'est que j'en parle, je joue avec, c'est-à-dire que ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'arriver parce que on fait beaucoup de formations en management et donc dans une formation de proposer à la responsable de formation de dire tiens, j'ai un jeu de cartes autour du changement, par exemple, on va faire une formation sur le changement, accompagner des cadres intermédiaires sur le changement, et je sors le jeu de cartes et je fais tirer les cartes sur le changement, les cartes mantra, les cartes... Et après, ça permet d'ouvrir la discussion, des échanges, et après je fais mon débrief à mon client. Donc voilà, je l'utilise un peu comme ça aussi. Mais non, je ne propose pas le jeu. Alors, est-ce que c'est... Oui, armer des gens, armer des collectifs qui seraient réfractaires au changement, en tout cas qui seraient... j'ai jamais eu le cas. Je ne vais pas poser la question pour l'instant, mais je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, par contre, Moi, je peux juste dire un petit mot. Effectivement, les participants n'ont pas besoin... ils peuvent manipuler, il n'y a pas de prérequis. Par contre, pour animer... Oui. Ça suppose davantage un prérequis. C'est-à-dire, pour aider les gens à élaborer, à interpréter, etc., c'est bien quand même d'être équipé. Voilà, d'un regard sociologique, de pouvoir tirer un peu les choses pour faciliter. Donc, c'est là, en fait. Et alors, la notion de guide, parce que moi, j'ai préféré la notion de guide au sens alpin du terme. Donc, le guide, il aide parce qu'il a déjà fait la route. Donc, il voit qu'il y a des crevasses là, attention, etc. Il y a les jolies fleurs à accueillir. Mais par contre, c'est pas une autoroute. Donc, il n'est pas juste avec sa pancarte, avec son groupe derrière. Et puis, vous voyez, on passe d'une étape à l'autre. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut faire bénéficier finalement les participants de cette expérience pour mieux cheminer. Et moi, je préférais ça à animateur, qui est souvent renvoyé à je passe la parole aux uns aux autres. Donc, je trouvais que ça plus intéressant. Et c'est pour cette raison qu'effectivement, plus en fait on est aguerri, on a un peu d'équipement, plus en fait on peut mettre de la puissance finalement dans l'usage de ce jeu, de ce dispositif que moi non plus j'appelle pas jeu en fait. Là, c'est
Voilà. Et bon, ça, c'est sur cette question voilà, des compétences. Il y a celle du guide et puis celle des participants. Et puis, moi, alors, franchement, dans ce dispositif, moi, j'ai jamais rien à vendre, en fait. Moi, je vends rien. Je partage avec Franck l'idée, c'est moi ça me sert, cette démarche-là elle me sert pour moi. Si ça peut être utile dans une démarche d'intervention, ben voilà, on peut la proposer, mais en fait c'est pas je vais vous vendre le dispositif. Pour moi ça n'a pas d'intérêt au sens, enfin en tout cas je me suis pas dans ce registre-là. Et puis est-ce que ça peut être subversif en gros? Tout regard sur le réel confronté à d'autres et de se poser des questions et penser, c'est subversif et je l'assume totalement, mais pas pour mettre le feu, juste parce que je pense que notre salut viendra de notre capacité à pouvoir penser notre monde qui a quelques problèmes en ce moment à tous les niveaux et c'est par cette pensée, cette capacité à poser les choses qu'on va trouver ensemble des voies créatives pour pouvoir se dégager de ce qui nous encombre. Donc oui, cette subversion-là, je pense qu'elle est très joyeuse et il faut pouvoir la revendiquer. Enfin, moi, je l'assume parfaitement de ce point de vue-là. Et si je peux me permettre juste de compléter dans la promotion, donc on était 6-7, je ne sais plus combien on était, je pense qu'il n'y a pas la moitié qui avait une formation en sociologie. Donc on devait être 2 ou 3 avoir sur les 6 à 2 à avoir vraiment une forme 3 plus quand même. Ouais, je sais plus, enfin bref on n'était pas tous passés par un master en sociologie, donc on n'a pas besoin de faire un master en sociologie pour après un master ou un doctorat, mais après tu vas te fâcher avec Magali, hein, parce que quand même c'est mieux quand même d'avoir un master. C'est mieux, justement, le master je continue, j'ai pas fini. Donc, pour revenir justement sur la fonction du guide, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même un grand moment de solitude quand on est guide des musées. C'est que quand le collectif a choisi ses 15 cartes, on est content, ils ont choisi les 15 cartes, ça a pris 3 heures à peu près. Hein. Donc choisir 15 cartes, pour moi ça prend du temps. Et là, ok, on leur dit, bon, alors qu'est-ce que vous voyez dans les cartes ? Et là, grand moment de solitude parce qu'on se dit bon moi je suis guide donc j'ai quand même un peu une valeur ajoutée. Il faut quand même qu'on sorte un truc là, chercher alors on a dit regardez les paradoxes, les liens, tout ça. Puis à un moment donné quand même, mais des gens comptent un peu sur vous et c'est vrai que le fait d'être un peu acculturé au sujet aide quand même à aller sortir les paradoxes, ce que je vous disais ce qui ressortait, c'était ce changement critique qui ressortait, alors qu'on était plutôt dans un monde communautaire professionnel. Donc voilà, donc ça signifiait en fait des choses, et ça m'a permis en fait d'alerter, de dire, tenez, vous voyez, il y a peut-être un truc un peu paradoxal en ce que vous dites sur le changement et comment vous percevez le monde social dans lequel vous êtes, quoi. Vous voyez, donc là, ça sert. Un peu aussi. Pousse, en tout cas, ça m'a. Voilà, l'éclairage, c'est la lumière, j'ai la lumière. J'ai une idée, ça doit être ça. Donc, je vais poser la question, voir comment les gens réagissent. Sur la frontale, il montre un petit peu. Donc, voilà. On va prendre. Il y a 3 questions. 1, 2, 3. Alors moi, ça va être très rapide parce qu'en fait, vous avez répondu. Pour avoir un parcours un peu pédagogue, des outils d'analyse de la pratique, de GA, d'explicitation, voilà, je l'ai un peu pratiqué. Et en effet, cet outil-là, si on veut aller dans la profondeur dans laquelle il a été conçu, il me semble que l'aspect sociologie, elle est quand même importante parce que si la première partie, elle peut effectivement être utilisée comme outil d'explicitation, comme outil de pensée groupale, etc., il y a un moment de transformation, me semble-t-il, de celui qui anime. Et là, il me semble quand même que ne pas être outillé, c'est pas pareil. Pour l'avoir fait avant le master de socio et après le formidable master de socio, je vois bien que je l'utilise pas. Et j'ai utilisé ces cartes-là dans mon petit atelier en analyse de la pratique sur un groupe et ça ne produit pas du tout la deuxième portée de son... Voilà. Donc en effet, je pense qu'il y a quand même un outillage sociologique qui permet quand même cette transformation et qui à un moment être peut-être être un peu guide, être un peu Sherpa, quoi. Voilà. Mais la formation est faite pour ça en fait, elle est prévue pour ça, voilà. Florence en fait.
Sur individuel et collectif, Oui, alors sur individuel, alors effectivement, d'abord on peut, Franck l'a dit, hein, on peut faire de l'accompagnement individuel avec ce dispositif. Bon, mais ça, c'est une pirouette pour ne pas traiter la question qui est posée. Dans un groupe, oui, il y a cette attention à cette dimension de mobilisation des collectifs qui sont en fait, qui est un petit peu, une préoccupation parce qu'ils ont été quand même très largement abîmés, ces collectifs, par beaucoup de transformations. Donc régénérer ou revitaliser des collectifs, effectivement, c'est vrai que c'est un peu une source de préoccupation que je peux avoir aussi en ce qui me concerne. Parce que je pense que c'est, c'est un garant, un rempart, un amortisseur, voilà, et puis c'est aussi une source de problèmes aussi, hein, le collectif, voilà, c'est pas. Mais en fait, c'est quand même très très utile. Donc voilà, c'est peut-être que ça polarise un peu l'attention là-dessus. Mais dans les collectifs, ils sont constitués de ces interactions entre individus. Donc l'attention portée aux différents individus, à la manière dont ces paroles peuvent s'exprimer, elles se prennent, elles se confrontent, elles se mettent en débat, il y a de l'évitement, il y a du silence, il y a de l'attention. Tout ça, c'est des sources vraiment d'attention très, très importantes. En fait, il y a le contenu, mais il y a aussi le processus qui se vit aussi dans ce groupe, dans ce collectif, et qui est qui est une source d'attention, de préoccupation, et c'est parce que c'est la source transformatrice au fond de ce qui peut se passer. Mais je ne sais pas si... Est-ce qu'on les traite en fait? Est-ce qu'on les traite? Par exemple, l'intervenant, il est invité à les traiter. Le chef est là, plus personne ne parle, en tout cas il y en a un Oui. Ça fait partie de... Oui. Est-ce qu'à un moment donné, ça c'est adressé de manière plus ou moins directe, plus ou moins, je sais pas très, j'imagine pas frontale parce que ça fait très bien. Oui. Ceci étant dit, est-ce que c'est adressé d'une manière nulle? Oui. Alors je vais te laisser répondre. Oui, ça peut être adressé, mais en tout cas, ça fait partie des questions que doit se poser l'intervenant. Nous, on a un principe qui est d'intervenir la plupart du temps à deux, justement pour avoir cet espace où on se pose toujours plein de questions, où quand on prépare voilà, des rencontres comme ça, mais on se pose plein de questions avant. En fait, c'est pas juste comment est-ce qu'on va passer les cartes. En fait, c'est le contexte. Et si on se dit attention, c'est risqué, ça va être glissant parce qu'on pense que du coup la présence du chef va perturber, on va être hyper vigilant à ça. Pour ça, et dire éventuellement, non, on va pas faire les groupes comme ça, on va les faire autrement, pour sécuriser, parce que les conditions préalables ne sont pas remplies pour que la parole puisse circuler, par exemple. Mais en situation, ça peut nous arriver d'être pris au dépourvu, c'est-à-dire de découvrir en fait quelque chose qui n'avait pas envisagé. Et c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et là, je ne veux pas répondre, mais en tout cas, c'est des questions qui vont nous être envoyées pour nous-mêmes, de comment on revient vers le terrain et qu'est-ce qu'on en fait de ce qui surgit. Et là, alors je vais utiliser le terme d'animation, mais c'est de gestion, j'allais dire, de la manière dont on va utiliser les cartes. Je pense notamment, on peut le faire en présentant carte par carte, en demandant de sélectionner justement, est-ce que collectivement vous êtes d'accord que ce verbatim-là, vous l'entendez dans le collectif, et à ce moment-là, il y a un vote, etc. Si le groupe est assez homogène et s'entend bien, il n'y a pas de problème. On peut par contre distribuer les cartes des paquets aux différents participants pour qu'ils les traitent individuellement en leur posant une question, et ensuite il y a un partage collectif en disant moi j'ai retenu celle-ci, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ça permet aussi de pouvoir à chaque participant de pouvoir prendre la parole, d'être impliqué et de pouvoir proposer son point de vue, savoir si le point de vue est partagé. C'est ça, pour sécuriser certaines prises de parole aussi. C'est le genre mais là on est dans la manière d'essayer d'animer la prise de parole. Oui, je vais juste dire, d'abord la question individuelle collective, c'est un vrai sujet, une action sociologue. Non, mais en fait, alors comment alors pour le coup, avec mon exemple que j'ai donné, c'est la raison pour laquelle moi j'avais fait faire le jeu au DG avant.
parce que je le connais et je voulais anticiper ce qui pouvait se passer et je voulais être certain que lui-même allait jouer le jeu d'une certaine manière. Donc il était prévenu, il a vu toutes les cartes, donc il savait qu'il y avait des cartes qui allaient pouvoir, si elles étaient sélectionnées par son équipe, l'irriter. Donc il était parfaitement au courant. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, donc il était à moitié surpris, même s'il a montré... Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait des réactions de sa part qui ont produit d'autres réactions de la part de son équipe. Bon. C'est compliqué. Alors, donc du coup, en matière d'animation, ça fait partie de l'exercice d'arriver à canaliser ce genre de réaction et surtout de vérifier que ça ne modifie pas complètement l'économie générale de ce qui ressort. Et en fait, ma position, on en avait discuté avec Florence, c'est vrai que la question, des fois, on peut se dire sur 15 cartes, peut-être qu'il y a une des cartes ou deux qui va complètement changer le monde social qui va ressortir. Et s'il se trouve que cette carte-là ou ces deux cartes-là, il y a eu une discussion et que dans le groupe de 7-8 personnes, il y en a une qui a dit, je laisse tomber, je cède, et donc, du coup, on choisit de mettre telle carte. Vous voyez, donc, il peut y avoir des biais comme ça, de jeu, de pouvoir, de posture, les uns et donc, il faut être attentif à ça. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas les cartes en tant que telles. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est le jeu. Enfin, le dispositif. Le processus, c'est le fait que les gens vont discuter autour des cartes. C'est ça qui, moi, me paraît intéressant et très éclairant. Et du coup, donc peut-être c'est un peu se détacher des cartes qui fait que... Et d'où l'importance de l'intervenant et du guide, justement, pour un moment donné, peut-être... Et donc d'être équipé. Ça reste un dispositif. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est aussi cette différence de compétences attendues, on va dire, entre les participants et l'animateur, ou le guide, du coup. Et donc, quelle pratique il peut s'inscrire parce que j'entends qu'il y a des pratiques qui peuvent être peut-être plus, on va dire, plus cliniques aussi, en cas d'intervention plus ou psychosociologique, c'est-à-dire plus proche aussi de ce qui peut se passer au sein du groupe. Et que ça peut permettre de les attraper, ça va pas forcément les traiter directement. Là, c'est aussi à la main de l'intervenant ou de l'intervenante en situation, mais j'ai pas vu de dispositif qui réglait toutes ces situations. Heureusement, mais effectivement, pour une approche clinique, c'est un dispositif qui est tout à fait adapté. Ouais. Peut-être du coup les collectivités. Je me permets de répondre. C'est en cours. C'est en cours. J'ai proposé. Je suis en relation avec une collectivité locale et j'ai parlé du jeu, mais pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais ils sont très intéressés par le dispositif, mais pour l'instant, rien n'est fait. Parce que moi, comme Florence, on ne vend pas le jeu. C'est-à-dire que j'ai été en contact avec une collectivité locale et il y a des problématiques qui ont émergé. Et donc, je leur ai parlé du dispositif. Donc ils ont connaissance du dispositif. Je leur ai montré les cartes. La discussion suit son cours. On va voir ce que ça va donner. Et pour l'instant, on en est là. C'est là où les appels d'offres ne réussissent pas trop aux sociologues. Oui, alors je ne sais pas si ça peut. Alors j'ai pas encore eu l'opportunité de présenter le dispositif dans un appel d'offres. On verra, mais j'ai plutôt bon espoir que ça s'intègre bien dans une réponse appel d'offres. Je pense. Peut-être on n'est pas en avance. On voulait quelques minutes pour aussi. Florence en a parlé un peu en intro, mais la suite du travail, parce que le voyage n'est pas terminé. Alors pour nous, le voyage n'est pas terminé. On est à peine revenu d'un voyage qu'on repart sur un autre. Et donc, en fait, ce qu'on a construit, et là on a eu l'opportunité grâce à un appel à manifestation d'intérêt de l'ANACT, justement, qui nous a donné les moyens de se lancer dans la conception d'un nouveau dispositif qui serait en fait une plateforme numérique qui concentre, des savoirs sociologiques sur les mondes sociaux, les changements, mais le tout évidemment dans un format vulgarisé, accessible. Donc c'est le concentré du concentré
pour arriver à faire des capsules vidéo de 3 minutes. Vous voyez, donc là, c'est beaucoup de travail pour arriver à se concentrer là. Mais en fait, l'idée, c'était de pouvoir, là encore, sachant que ces courants sociologiques, sociaux des orgas et de l'entreprise sont très très peu aujourd'hui enseignés. En fait, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de demandes. En fait, c'est très très peu enseigné aujourd'hui dans les institutions, à part voilà, à Lyon 2, il y a quelques endroits où c'est encore un peu utilisé. Donc en fait, voilà, notre contribution au sein de Saphir, c'est d'essayer d'en proposer une lecture. Donc ça se présente sous la forme... Alors on a appelé ça l'Odyssée, donc on est reparti encore en voyage, vous voyez. Donc c'est Ulysse qui va revenir au pays, qui va traverser toute une série de continents. Donc il y a des continents, bon, les principaux, ceux qui sont des continents à découvrir, c'est ce qu'on va appeler les mondes, les changements et les sirènes. Mais évidemment, le bateau, il part aussi parce qu'il a de bonnes raisons pour partir. Et puis, il y a des récits de voyage qui vont être associés sous forme... donc là, il y a des podcasts, en fait, qui ont été faits sur des récits de voyage. Et tout le reste, en fait, c'est des abordages à différents niveaux. Donc, un niveau où on va accoster, on va aborder les mondes et on va avoir déjà des premières informations, vous voyez, de loin, voilà, on voit, il y a des oiseaux, il y a des paysages qui se dessinent, donc voilà, ils ne sont pas les mêmes, donc du coup on s'attend à, et puis une fois qu'on accoste vraiment et qu'on va découvrir le pays, on y trouve des choses plus fines, donc on a vraiment des niveaux un peu différents. Et donc juste pour vous donner, pour reprendre ces différents continents, donc on a notre boussole des raisons du voyage avec des petits récits de cas aussi qui viennent dire pourquoi est-ce qu'on partirait en voyage, à quoi ça sert finalement de s'intéresser, que ce serait quoi des énigmes. On aurait donc ce continent des mondes sociaux avec ces 4 modèles génériques, le monde professionnel, taylorien, bureaucratique, entrepreneuriaux, où on a un niveau de profondeur à chaque fois pour découvrir dans des capsules vidéo animées ce que peut être la substantifique moelle de chacun de ces mondes-là. Les vents du changement, il y a des forces parfois un peu turbulentes, des vents un peu forts, ou des moments un peu plus apaisés qui nous amènent à découvrir là aussi ce qui vient traverser ces mondes. Donc là encore, on a des niveaux en fait pour aborder ces changements-là avec des capsules vidéo. Et puis il y a ce qu'on a appelé les sirènes, en fait, c'est les mantras sur le changement. Vous savez, ces sirènes qui ont un chant mélodieux, avec un chant assez envoûtant et qui est très utile, en fait. Voilà, ces sirènes sur le changement, elles sont très utiles pour se mobiliser, pour agir. Mais si on cède à ce chant envoûtant, en fait, le changement, ces croyances deviennent dogmatiques et du coup ne sont plus forcément totalement ajustées aux situations. Donc c'est comment est-ce qu'on pourrait découvrir ces différentes sirènes qui circulent aujourd'hui dans les mondes des entreprises. Et puis de construire en fait une manière d'envisager un horizon désirable, un horizon souhaitable vers lequel Ulysse pourrait s'appuyer, donc avec des outils et pour tracer un itinéraire. Donc là, il y a un certain nombre de ressources qui sont associées. Et enfin, on a des récits, donc là on en a mis 2, donc des récits de cas qui vont mobiliser l'ensemble de ces ressources pour dire, voilà, dans la vraie vie, on a des questions qui se posent et voilà ce qu'on découvre au fur et à mesure et comment ça peut faire référence à ces ressources pour pouvoir naviguer. Donc cette plateforme, elle est en cours de finalisation. On a encore un peu de pain sur la planche, mais en tout cas, ce serait une autre contribution un peu complémentaire et dont on a en fait aujourd'hui l'intuition que ce n'est pas, ça peut être évidemment à disposition des enseignants, des formateurs, pour sensibiliser à tous ces mondes du travail. Donc là, on pense que ça pourrait vraiment... Enfin, les échos qu'on a seraient... ce serait super, on pourrait utiliser ça en cours, voilà, ce serait très bien. Mais on pense aussi, parce que les échanges qu'on a avec des intervenants nous laissent présupposer, et qu'on a même nous-mêmes des idées d'utiliser ça comme on utilise le dispositif
comme un support, là encore, pour faire parler, pour travailler la question du travail, du changement, remettre du dialogue, voyez, entre les acteurs sur leur situation. On pourrait tout à fait utiliser ces matériaux-là. Donc c'est à suivre, voilà, mais c'était pour reboucler avec cette idée que, eh bien, dans cette scène, et puis que je remercie vraiment la PSE, l'AFSI, l'université, à travers toi Magali, de cet espace où en fait on peut mettre un peu en discussion comment on peut s'y prendre pour en fait sensibiliser, pour utiliser finalement ces regards-là sous une forme pratique. Donc c'est des exemples, il y a certainement d'autres choses qui peuvent exister, si ça peut inspirer d'ailleurs ceux qui veulent concevoir aussi voilà, d'autres modalités, allez-y, je crois qu'on en a besoin. En tout cas, nous, voilà, au niveau de Saphir, c'est des contributions qu'on souhaite mettre en circulation pour équiper, et parce qu'on croit profondément que ce regard sociologique, il est utile, il est pertinent et il peut être transformateur, et on en a bien besoin par les temps qui courent. Voilà. Merci. Je propose qu'on s'arrête là, déjà, parce qu'on est en retard. Voilà, mais donc des voyages, des odyssées, entre voilà, le Vendée Globe qui se poursuit. Voilà, des récits à lire pendant les fêtes, et donc lisez de la socio, inscrivez-vous en master, suivez les actus de la PSE. Ça, voilà. Voilà, Verdict. Voilà tout un programme pour la suite. Bon, vous êtes là, donc vous avez entendu, mais ce sera retransmis sur la médiathèque de la PSE, que je vous invite aussi à découvrir, parce qu'il y a plein d'autres choses intéressantes. Et on essaye aussi de diffuser à notre manière les savoirs sociologiques pour la pratique. Et certainement un autre rendez-vous à Lyon en 2025, dont on n'a pas encore programmé, mais ça viendra. Merci Julien qui est venu de Paris, merci Franck, merci Florence et merci Magali et Fadila est partie encore pour l'invitation. À très bientôt. Et merci à vous.